Ils sont partis dans les couloirs du temps. Eh ben, salut à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode des couloirs du catch, un épisode chaud, parce qu'il fait chaud là en ce moment. On est dans la vague de chaleur, on l'a subi. Épisode sur une légende du hardcore, on peut dire. Moi j'ai envie de dire une légende mésestimée du catch même. Ouais, non mais hardcore, ça passe. Ouais, hardcore, ouais. Parce que on va parler de Scott Levy, à savoir Raven. Yes. Donc figure du catch quand même, ouais, t'as bien raison de le dire parce qu'il est passé partout. On va y revenir. Petite intro très rapide comme on fait d'habitude. Déjà, merci pour les excellents retours sur l'émission à propos des enquêtes avec le show en Corée et le vol de l'enfer. Franchement, je vous remercie parce que vous avez réussi, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, où la vidéo est re-rentrée dans les boosts. On a été, je crois, dans les 30 premiers ou dans les 40 premiers. Depuis, donc ça fait vraiment plaisir. Franchement, merci beaucoup. Un gros démarrage que ça nous avait manqué. Ouais, ça nous avait manqué et surtout le sujet a l'air de vous avoir plu et on a bien rigolé aussi quand on l'a tourné. Moi, j'ai vraiment adoré la refaire, donc ça fait vraiment plaisir. Ah, moi aussi tu as oublié, donc du coup je le demande. Comment ça va Thomas? Ben ça va, c'est-à-dire. Tu me demandes toujours en début de vidéo si je vais bien. Ah, je l'ai pas demandé là. Non. Ouais, excuse-moi, je suis fatigué. C'est pas grave. Je rentre du boulot, c'est un samedi, Night, ça va bien, mais ça y est, t'as la forme. Ouais, ça va, fatigué de la chaleur comme tout le monde. Ouais, la chaleur, elle nous tue, c'est pour ça que j'ai oublié de te demander. Mais c'est parce que je pensais à plein de choses, je voulais dire plein de choses dans cette petite intro. Déjà, je voudrais faire un petit coucou à tous les gens du Discord qui sont comme moi fans de foot des années 2000, 2005, 2010. Il y a un joueur qui est décédé, Brian Bergogneau. C'est vraiment des souvenirs de cette époque-là quand on était fan du foot. Donc je pense à Loman, je pense à Liam, je pense à Jojo, je pense à tous ces mecs avec qui on parle de foot. Ben, ça nous a fait un petit quelque chose, donc ça permet un petit peu de rendre un petit hommage à ce joueur de foot qui est décédé, même si ça n'a rien à voir avec le catch. Je reviens sur ce que je voulais dire. Toujours tes lives qui sont disponibles les mardis. Les lives review, parce qu'on va peut-être refaire un petit peu l'agencement des vidéos de la chaîne. Tu sais, on en avait parlé tous les deux. Par contre, quoi qu'il arrive, je ferai un post pour que ce soit clair. L'émission des couloirs du catch que vous allez entendre sortira toujours les lundis midi. Ça, je changerai jamais de date. Toi, tes lives, les reviews des shows, que ce soit AEW, que ce soit New Japan, si un jour tu as envie d'en faire, ou que ce soit WWE, sera toujours le mardi soir. Mais tes lives gaming où tu fais d'actu, peut-être que des fois tu les feras le jeudi. On en discutera ensemble. On en discutera, restez connectés. Voilà. Là demain vous aurez demain live sur la review de Clash in Italy. Ah oui, parce que oui, quand ils nous écoutent là, oui, parce que non, faut que je me projette. Hein, oui, bien sûr. D'ailleurs, Clash in Italy, que je vais essayer de suivre quand même parce que l'horaire est intéressant. Dimanche soir, 18h30 ou 19h30, je crois. Ouais. C'est plus que. Moi, je pourrais pas le regarder en live, mais je le rattraperai. Puis je pense que ça va être un show un peu à la backlash, ça va se rattraper tout seul. Très très vite, ouais. Donc ensuite, tant que j'y pense, je continue. Comme vous pouvez le voir sur les premières saisons, j'ai décidé de reprendre totalement l'aspect visuel de la chaîne. J'en ai marre d'utiliser de l'IA parce qu'en fait, on se retrouve avec des chaînes qui ont toutes les mêmes miniatures. Je critique pas. Hein. C'est un super moyen de faire quelque chose qui paraît professionnel, sans en avoir forcément les moyens de pouvoir payer un professionnel. C'est ça, on n'a pas, sans les coûts. Je ne critique pas. Juste, je me dis, maintenant, je vais faire les miniatures, excusez-moi, comme j'en ai envie. Alors, ce sera peut-être pas parfait, mais au moins, ce sera les neutres. Ce sera l'image de la chaîne, et il y aura toujours le catcheur sur un côté, un texte de l'autre côté, et ça permettra d'avoir toujours cette identité. Là, merci. Et au moins, ce sera carré. Alors, même si c'est pas parfait, je suis pas graphiste, mais je fais de mon possible. Il y a déjà 3 saisons qui sont faites. Ça va continuer. Aussi, je vais bientôt être en vacances. Je vais essayer de reprendre des épisodes Spotify. Parce qu'on s'est arrêté, je crois, au niveau de Mick Foley ou de Shawn Michaels. Je vais essayer de les reprendre parce que, malgré tout, il y a des gens qui aiment bien nous suivre sur Spotify. Donc, on va leur redonner un peu de contenu. Et puis, sinon, ceux qui ont envie, rejoignez le Discord. Et puis, n'oubliez pas de booster la vidéo, de mettre un commentaire. N'oubliez pas la cloche. Voilà, et je pense que là, on a plus ou moins tout dit. Hein. On a fait tout tour, oui, on a fait tout. Voilà, hein. Je veux dire, restez connectés au niveau des lives qui risquent peut-être de bouger. On va peut-être essayer de profiter justement que la semaine est longue. Comme vous envoyez la vidéo le lundi et le live le mardi, ben, on aimerait bien peut-être espacer un peu pour occuper un peu plus de temps la semaine. La rediffusion, vous l'aurez plus directement. Elle sera le jeudi. Team Replay, elle sera le jeudi, mais quoi qu'il arrive, la Team Replay, vous aurez toujours le replay qui sera disponible, il sera juste un tout petit poil plus tard. Voilà. Messiah, est-ce qu'on peut se lancer sur notre ami Raven? Yes. Avant que tu te lances dans sa carrière, j'ai une question à te poser à propos de lui.
Pourquoi est-ce qu'il a une telle aura, un tel mysticisme autour de lui? Parce que quand on a dit qu'on allait faire Raven, c'est vraiment revenu beaucoup dans les commentaires. Ouais, je suis pressé que vous fassiez Raven. J'adore Raven, c'est un de mes catcheurs préférés. C'est pourquoi finalement? Parce que moi, je le connais très peu Raven. Et j'ai l'impression qu'à la WWE, il a surtout été portrayé comme un clown quand je l'ai vu en 2002, 2003. Je sais même pas s'il y était encore à l'époque. Donc pourquoi il a ça? Parce que pour les gens de notre génération et surtout celle d'avant, en fait, ça a été un des Globetrotters qui a été un mid-carder solide, à part la FCW, il était main eventer. Il a été mid-carder solide dans les deux plus grosses fédérations de l'époque, WCW et WWE. On aurait même pu le mettre dans l'autre sens parce qu'il a commencé à la WWE. Il a commencé WCW. Ah, il a Ah ouais, tu verras, il a des passages un peu, ce mec a vraiment bourlingué. Mais dès qu'il est devenu Raven, donc déjà, on va dire, les mecs, comme je dis, de notre génération, ils se sont intéressés à l'ECW. Et en fait, ça a été l'une des plus grandes stars de là-haut. Et qu'en fait, ce gars-là s'est inspiré de Jake Roberts, hein, en priorité. Et c'est devenu l'un des meilleurs orateurs de l'histoire du catch. C'est au niveau du talk, au niveau des promos. Aussi inspiré d'Edgar Allan Poe, non? Ça c'est sa catchphrase et le nom rêvé. On y reviendra. Ouais, non mais et en fait c'est que le mec a marqué parce que déjà il était ancré dans le temps. À l'ECW c'était l'image du grunge tel un Brian Pillman. Ah, c'est vrai que lui par contre quand il est arrivé avec le look grunge, il est vraiment arrivé au moment où Nirvana a explosé. Exactement. Donc forcément, c'est comme par exemple quand on dit Lita avec MTV. Tu sais, quand on parlait de... Eh ben lui, c'est vraiment pareil avec le grunge quelques années auparavant. C'est ça que le mec a réussi à trouver un personnage qui collait parfaitement au climat et au temps de l'époque. Et en fait, le truc, c'est que le mec, il a une carrière énorme, que on va y venir plusieurs fois dans sa carrière, c'est un gros con, mais pas forcément dans le négatif. Donc, en fait, le mec, il a été marquant pour même au niveau du business. En fait, comme le mec n'a jamais fermé sa gueule, les gens savaient qu'il était. C'est vrai qu'il est un poil vocal, lui. Il est très un gros poil, hein. Un gros très vocal. On va dire même c'est l'un des mecs qui a fait le plus de shoot interview de l'histoire, quoi. Mais je crois que pour avoir regardé un petit peu, il a un podcast encore aujourd'hui. Oui. Où justement, il apparaît encore dans des fédérations de catch aujourd'hui. Ouais, il a 62 ans, le Bougin, quand même. Le Boug, ouais. Il est né le 8 septembre 1964. Alors, le 8 septembre, c'est pas mal, mais ça vaut pas le 7 septembre. Ouais, c'est le mien. À Millburn. Alors, je sais pas du tout où c'est Millburn. C'est à Philadelphie, il me semble. C'est dans le New Jersey. Ah, mais bah oui, non, Philadelphie, c'est... Il me semble, hein, je veux pas dire qu'il était né là, il était né là, il me semble. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que la capitale du New Jersey, c'est Philadelphie, hein, il me semble, hein. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est l'État de Philadelphie. Bon, après, peut-être, il y a un autre Philadelphie et, bon, bref, on s'en fout. Bref, de toute façon, il est de New Jersey. J'ai pas noté, moi, ça. C'est pas grave, c'est pas important. Donc, moi, j'ai pas trouvé beaucoup de choses sur sa jeunesse, juste par contre que c'était quelqu'un qui a été très loin dans les études. Oui. Et c'était quelqu'un qui se destinait à être avocat. Oui. Mais même, je sais même pas s'il a plaidé, mais il voulait être avocat. Et il a un master ou un doctorat, enfin, un examen, un diplôme en criminologie. Donc c'était quand même, c'est quelqu'un qui est loin d'être bête. En même temps, vu son père, en même temps, vu son père aussi, fait que, parce que, il s'appelle Scott Levy, donc il est d'origine juive. J'allais le dire, tu m'as devancé. Voilà, donc lui, il sera pas pratiquant et pas croyant. Non, on y reviendra aussi. On parle très rarement de religion, c'est même jamais, pour ainsi dire, dans les émissions, mais pour lui, c'est important par rapport à ce qui s'est passé quand il était à la ECW. C'est pour ça qu'on le dit aujourd'hui. Et je reconfirme, moi, dans mes notes, c'est qu'il est né dans le New Jersey, mais il est né à Philadelphie, en Pennsylvanie, mais il avait grandi dans le New Jersey. D'accord, ok. Voilà, ok. Et son père était Paul F. Levy, et en fait, lui, il était journaliste-rédacteur, chef adjoint du National Enquirer, qui était un journal, on va dire... Un canard équivalent un peu au truc comme Closer, pour ceux qui connaissent. C'est pour ça que je dis canard. Voilà, c'est ça. Avec des potins, du cancan sur les célébrités. Exactement, un peu pas de paparazzi et tout ça, donc connu un peu pour le rebut du journalisme, quoi, dans l'idée. Un chouïa, oui. Un chouïa, et en fait, le mec l'a lancé dans les études, forcément, parce que lui, il avait une bonne place en tant que journaliste, et il voulait pousser son fils. Oui, c'est pas... Mais il l'a plusieurs fois dit en interview, une relation très compliquée avec son père, voire une relation catastrophique. J'allais dire toxique, non pas toxique, mais... Un peu toxique, si, parce que en fait, il l'admirait quand il était gosse, alors que son père lui montrait aucune preuve d'amour et limite se foutait de sa gueule, quoi. Il l'a challengé on va dire, mais de manière très dure et pas très pédagogique. Pas très pédagogique. Pas très pédagogique. Donc, comme tu dis, il a quand même interrompu ses études en étant soldat de réserve dans les marines aux États-Unis aussi. Donc, pas longtemps.
Pas longtemps. J'ai du mal à l'imaginer soldat. Parce Que je me dis, avec la grande gueule qu'il a et vu qu'il a toujours eu un léger problème avec l'autorité, ça, on va y venir très vite. j'ai du mal à me dire. Bon, on peut déjà en parler que il a plusieurs maladies, cet homme-là. Alors déjà, durant l'époque ECW, il a été déclaré diabétique. Oui. Donc moi qui suis De type 2, je crois. de type 2, moi qui le suis, donc je me dis, je suis toujours impressionné par les catcheurs qui sont diabétiques. Surtout que lui, il faisait du hardcore. Moi, je me coupe, je mets 3 semaines à cicatriser. Ça m'impressionne toujours, donc je fais un big up. Mais ce mec-là aussi, en fait, il a été testé justement durant ses études. Il a 142 QI, reconnu 142 QI, donc il est extrêmement intelligent. Sauf que cette intelligence-là lui a fait qu'il a été diagnostiqué par une autre maladie d'être narcissique en fait. Ouais, il est hyper narcissique, hyper. Comment dire? C'est un terme un peu bizarre. Je crois que je l'ai noté. Hein. Je crois que je l'ai noté. Attendez, mes notes sont longues. Excusez-moi. J'aurais peut-être pas dû aller regarder ça tout de suite, mais bref. Vas-y. Pendant ce temps, je meuble. Pensez à vous abonner. Désolé. On tourne de nuit. C'est très compliqué. On est fatigué. On fait ce qu'on peut. C'est ça. Voilà. Mais ouais, attendez, je l'ai mis dans une autre page. En fait, je suis un idiot. Voilà. Alors, donc la maladie, il a été déclaré. C'est trouble de la personnalité histrionique. Voilà, c'est ça. Et narcissique. Voilà, et j'ai vu qu'aujourd'hui, il aurait dit qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Oui, ça commence à venir, ouais. Ouais. Bon, après, avec tout le catch hardcore qu'il a fait, malheureusement. Et la drogue. Non. Il se droguait, Raven? Énormément de drogue. Ah, mais non, il n'y a pas de drogue dans le monde du catch. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de stéroïdes. Surtout pas la ECW. Non, pas du tout. Mais je pense que lui, il n'a pas entendu la ECW. D'ailleurs, il y a une petite anecdote assez marrante avec Shane McMahon. Oui. Donc on va y revenir. Moi j'ai vu aussi qu'il a fait partie, donc après ses études, il se décide de se lancer dans le catch, c'est ça. Et il va dans une fédération qu'on a déjà parlé sur notre chaîne, la fédération l'école de la Monster Factory. Voilà, c'est ça. Et ce qui est rigolo, c'est une école qui est dirigée par Buddy Rogers et Larry Sharp. Buddy Rogers, on en a déjà parlé, il me semble. Plusieurs fois, fait partie des légendes du catch. Hein. Des légendes du catch des années 60-70, c'est ça. Et c'est, par exemple, pour vous donner une idée, c'est l'école de catch où est sorti, par exemple, un Bam Bam Bigelow, un Big Show. Bon, Big Show était peut-être pas tout fini quand il est sorti de là. Et Sheamus, par exemple. Donc c'est quand même une grosse... Assez connue, ouais. Assez connue, ouais, voilà. École dans le New Jersey, justement. Exactement. Voilà. Et en fait, il commence dans le catch en 1988. Ouais. Où il fait son premier match dans la Monster Factory face à un certain Jimmy Jack Funk. Je ne connais pas. D'accord, moi c'est ça, d'accord. Et on sait pas de la famille avec Terry ou machin, on sait pas. Et au tout début de sa carrière, il va aller directement, quand on dit Globetrotter, où c'est un mec qui a tourné un peu partout, il va aller catcher les premiers temps à Porto Rico dans la World Wrestling Council. Oui. La fédération de Carlos Colon. Le papa de Carlito. Exactement. C'est d'ailleurs à cause de cette fédération, je mets des gros guillemets, que Carlito s'est jamais trop sorti les doigts quand il était ailleurs qu'à Porto Rico. Parce qu'en fait déjà le mec il était il avait un melon démentiel parce que c'était le fils de Carlos Colon déjà. Voilà, et à Porto Rico c'était une star. Ouais. Voilà. Bah, il catch encore. Hein. Oui, bien sûr. Et derrière, il a été dans l'une des autres grosses fédérations qui existait encore, un territoire qui existait encore, qui est la CWA. Continental Wrestling Association. Qui est la fédération de Jerry Jarrett et de Jerry Lawler. Donc on est à Memphis, si je me trompe pas. On est à Memphis, exactement. Et c'est là où il va avoir son premier nom de catcheur en tant que Scotty the Body. Je connais pas du tout. On lui a je connais pas. Ouais, j'en parlerai plus dans ses débuts CW justement. Et du coup, en fait, ce gimmick-là, c'est un boy toy. Ce qui veut dire, c'est HBK. Ah, ok. Ouais. Le beau gosse. Un jouet de compagnie, si tu veux. Voilà, donc en fait, un homme jouet, quoi. Donc en plus, il va être managé par Missy Hyatt, qui va s'en servir pour ses propres intérêts à lui et à Eddie Gilbert. Donc en fait, le mec, très tôt dans sa carrière, il va être associé à deux noms légendaires quand même. Donc, parce qu'Eddie Gilbert... Ouais, Eddie Gilbert et Missy Hyatt. C'est deux noms Missy Hyatt, je connais pas. Voilà. Et après, il va pas rester longtemps, mais il va quand même être mis en tant que valet, valet et soldat de ces gens-là. Et ensuite, il va partir catcher un peu en Floride.
Mais quand je dis en Floride, c'est il va enchaîner pas mal de, comme ça s'appelle, il va De aussi dates. de dates, il va aller aussi au Canada, à Vancouver, et dès le début, il se prend la tête avec les promoteurs. C'est bizarre. C'est pas son truc. C'est bizarre parce que C'est ça, alors, ça, c'est-à-dire qu'il se prend la tête avec le promoteur. Vous allez l'entendre souvent. Ouais, c'est ça. Donc du coup, il va en Floride, il se prend la tête, il va au Canada, il se prend la tête, et il va même passer aux alentours de Portland. Toujours pour des histoires de booking, je suppose. Toujours à cause des histoires de booking, parce qu'en fait, comme on a dit, comme il est narcissique, et en fait, il a quelque chose à dire sur tout. Ouais. Sur tout. Si quelqu'un lui donne une idée, pour lui, il en aura une meilleure. Exactement, il est un peu comme ça. Il est un peu comme ça dans ses jeunes années, et il savait peut-être pas trop le contrôler. Et du coup, durant les 3 années là, dans ces 3 années-là, il va être très souvent utilisé en tant que heel des fédérations. Ouais. Il assez important parce qu'en fait, il a quand même beaucoup de talent au niveau de la personnalité et tout ça. Ouais, En termes de in-ring, on peut déjà le dire maintenant, même si il le dit lui-même dans les interviews qu'il y a une fameuse patte Raven, des machins comme ça. Moi, je l'ai jamais vu. Ouais, On va regarder beaucoup de Raven. Il a 2-3 trucs innovants quand il va commencer à faire du hardcore. Mais tu dis hardcore légende, moi j'aime pas le qualifier comme ça parce qu'en fait on l'appelle comme ça à cause de la ECW, mais ça a jamais été le meilleur dans le hardcore non plus. Oui. Mais comme c'est une légende de la ECW et que la ECW est souvent cataloguée comme fédération hardcore, je pense que c'est aussi, ça fait qu'on en fait une légende du catch hardcore. C'est ça. Mais il est, pour moi en fait, il est plus au niveau de sa personnalité où il était marquant plus que dans son catch. Oui, son catch, c'est un catch lambda. C'est un catch lambda, ouais. Ça va être marrant quand on va arriver dans les grosses fédérations. Le début, c'est qu'il va être considéré comme un poids léger au début. Alors, je sais pas, j'ai pas de photo. Moi, je sais que quand je le vois à la ECW ou à la WWE, il est quand même assez massif. Ah j'y reviendrai parce qu'en fait, il a pris du poids pour devenir Raven. Il a vraiment pris de la masse et tout, on y reviendra. Mais au début, il était quand même assez fit quand même. Ouais. Et on y viendra dans pas longtemps, parce que je vais aller assez vite sur le début de carrière. Oui, parce qu'en fait, c'est un début de carrière où il tourne partout, quoi. Ouais, il tourne partout. Ça permet aussi de lâcher le truc où c'est un gros fan de comics. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est À vrai. tel point qu'en 89, il va faire plusieurs matchs en étant masqué, en s'appelant Matman, une parodie de Batman, faisant équipe avec un mec qui était habillé en Beetlejuice. Ça doit être cringe, ça. Ah, ça doit être bien cringe, ouais. J'aime bien le cringe, ça. J'ai pas vu les images. Hein, Quand j'ai lu le nom Batman, j'ai pensé à Frotman, moi, avec, tu sais, avec Michael Youn. Tu sais, oui, je suis Frotman. Bah là, c'est. Ça peut ça. Je sais pas. Et là, déjà anecdote, parce que j'ai dit, il a commencé WCW, WCW. C'est même pas vrai. Parce qu'en fait, sous l'identité de Scotty the Body en tant que jobber, il a apparu à la WWF en 90 pour être battu par Coco Beware. Donc le mec a vraiment tourné partout, il avait des connaissances partout. En même temps, si t'as catché à la CWA chez Jerry Jarrett, en général, t'avais un pied à la WWF. Oui, parce que Vince, il avait toujours l'œil sur cette fédération-là. C'est ça. Et puis, je pense que le mec, comme il tournait un petit peu partout, bon, Vince, même s'il était pas, c'était pas le plus ouvert des mecs, ça l'intéressait. Ouais. Et puis, bon, t'affrontes Coco Beware, tu perds, t'as un jobber. Ça, c'est normal. Toujours des années plus tard, ouais. C'est toujours. Donc on va dire, de 88 à 92, le mec a fait les circuits indépendants, en fait. Il a fait une carrière de circuit indépendant pour se développer, des trucs comme ça. Et en 92, il signe à la WCW et on lui donne le nom de Scotty Flamingo. Je me permets juste de rajouter juste un tout petit point avant que tu te lances dans ce truc. Même quand il a fait dans les fédérations indépendantes, moi j'ai trouvé qu'il avait fait partie d'un clan où il était avec Mick Foley, par exemple. Enfin, Cactus Jack, c'est quand même un Cactus Jack. Oui. Donc ça prouve quand même qu'il avait, il a quand même tout de suite travaillé avec beaucoup de gros noms. Bah oui, mais rien que déjà, comme tu t'avais l'as dit, Eddie Gilbert et Missy Hyatt, c'est quand même Voilà, alors, assez haut. Perdre contre Coco Beware, bon, mais ça te fait quand même un premier pas à la WWE. Après, tu fais un groupe t'es avec Cactus Jack et tout. Non, c'est quand même, même si son début de carrière, il n'y a pas de choses marquantes avec un titre à gauche, des gros titres comme certains catcheurs avaient eu quand on avait fait de leur carrière. Mais lui, mine de rien, partout où il a bourlingué, on l'a toujours bien entouré. Je sais, exactement. Et puis cette histoire de cartel et du clan, finalement, je trouve que lui, ça a bien lui aller parce que c'est un catcheur de clan, Raven. Ah, c'est un leader de clan naturel. Ouais. Ouais, on y viendra de toute façon. Bah, de toute façon, oui, bah, quand on parlera du Flock, par exemple. Le Nest, le Flock. Et même plus tard dans les clans qui est né. Tout le temps, ouais, voilà, ouais. Il a toujours aimé avoir des gens autour de lui qui le contrôlaient, quoi. Parce qu'encore une fois, c'est l'un des meilleurs talkers de l'histoire. Ah, bien sûr. Pareil, on le cite jamais. On va toujours citer des Austin, des CM Punk, des machins, des trucs comme ça, des The Rock, sauf qu'en fait, lui, c'est un des mésestimés. En fait, il est extraordinaire. Et puis d'ailleurs, il me semble que tu as dit qu'il a catché en Floride. Oui. Est-ce qu'on peut penser qu'en Floride, il s'est un petit peu aussi inspiré de Sullivan quand il avait fait son gros clan de... Bien sûr.
tu sais, de Le prince of secte. the Darkness. Voilà, quand il a fait le vrai clan de secte, je pense que lui, il y a été en Floride aussi, ils ont peut-être dû se croiser ou des choses comme ça, Ouais. et ça l'a peut-être inspiré pour plus tard. Parce qu'étant très intelligent, je pense qu'il aime bien s'inspirer de beaucoup de monde, de tout ce qui est bien. Oui. L'une de ses plus grosses aspirations, je l'ai dit en début de vidéo, c'est Jake Roberts. Surtout. Oui, bah, de toute façon, Jack Roberts, C'est limite un de ses mentors, justement. de Donc, toute façon, Jack Roberts, quand on a fait son émission, on l'a dit, hein, le Ouais. nombre de personnes qui sont inspirées de Jack Roberts, même sans qu'on s'en rende compte, c'est impressionnant. Donc à la WWE. Donc, Comment- WCW. WCW. Donc en 92, donc il signe Scotty Flamingo. Scotty Flamingo. Donc c'est une gimmick de surfeur floridien où il va venir à chaque fois accompagné carrément de la planche de surf. Ouais. Durant les entrées. C'est nul. En fait, là, on est dans le marasme WCW, peu avant L'arrivée d'Hogan, par exemple, on a de 92, Bischoff. Bischoff. Donc on arrive dans entre Ric Flair, Jim Herd, C'est ce que j'allais dire. voilà, un peu dans le marasme là. Et il l'a dit lui-même dans les interviews, il détestait la gimmick. Et en plus, on le met, justement, je l'ai dit, dans la division poids léger. Light heavyweight, ouais. Light heavyweight. Et en fait, lui, détestait ça. Parce qu'en fait, d'une, il n'était pas doué. Donc, on va dire, le mec était light heavyweight, mais il faisait quoi? Parce que- Un dropkick. Les light heavyweights et heavyweight, c'est souvent les mecs qui voltigent. Les cruiserweight. Et que lui, en fait, lui, c'était pas son truc, tu vois, parce que c'est ce qu'il fallait faire, hein. Tu sais, le visage des poids légers à la WCW, c'est Brian Pillman et Jushin Liger. Et d'ailleurs, Il a rien, oui, j'y viendrai. Il a rien de ces deux mecs-là. ah oui, c'est complètement Voilà, opposé. donc, et en fait, il dit en plus, on l'obligeait, les dirigeants l'obligeaient à catcher comme un high flyer. Mais est-ce que tu comprends quand tu vois son physique de l'époque qu'on l'ait mis là-dedans? C'est logique. Bah oui, parce qu'il était un peu totalement petit, logique. il était un peu léger, et puis voilà quoi. Mais encore une fois, le mec, il a rien à surfeur. Hein. Oui, c'est vrai que le surfeur, c'est naze. Voilà, donc de toute façon, ce qui est bien, c'est que ça va servir pour plus tard. Donc du coup, Putain. il va être managé par un manager de l'époque qui était JT Southern, et il évolue, comme j'ai dit, dans la division poids léger. Et par contre, c'est là où on dit que je pense que sa personnalité fait qu'en fait, les mecs, ils ont envie de lui donner quelque chose. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, autant il va leur casser les couilles, parce qu'il va trop l'ouvrir, mais en même temps, on voit que le mec est passionné, donc on va lui donner. Bah, de toute façon, on peut quand même dire un truc tout de suite, c'est l'un des rares catcheurs qui a été titré dans toutes les grosses fédérations américaines. Ah oui, c'est la dernière. Même s'il a jamais eu, même si on parle pas de titres mondiaux, c'est pour ça que j'ai pas précisé, mais il a eu des titres partout. Il a un record un peu à la con, on en parlera après. Mais, Parce que ça, c'est vraiment encore à la con. mais du coup, ouais, en juin 92, lors de Beach Blast, l'un des pay-per-view, il va battre justement Brian Pillman et remporter le titre WCW Light Heavyweight. C'est quand même cool. C'est quand même cool. Même si c'est un règne de transition. Oui, En fait, 15 jours, 3 semaines, c'est parce ça. qu'en fait, il était heel, et ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, en plus, hein, c'est vraiment 15 jours, 3 semaines. En fait, c'était parce que il voulait donner le titre WCW Light Heavyweight à Brad Armstrong. Donc, du coup, comme Brad Armstrong était face, il voulait pas faire un face-face pour le titre. Donc, du coup, il fallait un heel établi. Et en fait, le personnage de Scotty Flamingo se mariait bien à ça. Et putain, quand même, alors après, je me doute bien que Brian Pillman, à l'époque-là, c'était pas non plus une grosse star de la WCW et du catch mondial. Mais quand même, sur les noms, c'est toujours cool. Hein. Il a franchement, on l'a jamais fait travailler avec n'importe qui, mine de rien. Et même à tel point, Bah, c'est ce que oui, tu vas y dire. voilà, on va suivre, c'est que il va rejoindre un clan qui a pas vraiment marché, parce qu'en plus, c'est une gimmick de con, il y en a, il va essayer de se barrer. C'était le clan de Diamond Dallas Page, avant qu'il devienne le vrai DDP qu'on connaît, parce que lui aussi, il a galéré au début. Et puis, il était manager au début. Voilà, il était manager, mais là, il était déjà catcher, et il était accompagné d'un certain Vinny Vegas, Vinny Vegas, qui est Kevin Nash. Kevin Nash. Voilà, donc c'était la dernière gimmick qui commençait un peu à marcher à la WCW avant qu'un certain Shawn Michaels l'appelle pour rejoindre l'autre fédération. Parce qu'il l'a vu, il s'est dit... Parce oh qu'il a là dit qu'il là. était marrant. Et en fait, l'équipe était The Diamond Mine, et en fait, il va être le troisième homme de ce clan. Et lui, il va affronter justement dans la division Light Heavyweight, Brian Pillman, Brad Armstrong, et il va s'en prendre à l'un des autres gros mid-carders de l'époque, Johnny B. Bad. Johnny B. Bad, qui, à la... WWE, c'est Marc Mero. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc du coup, on va aller assez vite, c'est que du coup en fin 92, Clash of the Champions, il va affronter Johnny B. Bad dans un combat de boxe. La merde. Et grâce à une intervention de Vinny Vegas, il va réussir à gagner en trichant. Ouais, j'ai vu moi j'avais vu qu'ils avaient lesté les gants ou une connerie comme ça. Bon, on s'en bat les couilles. Oui, moi j'ai carrément je voulais même pas le dire, mais c'est Ouais, qu'en on s'en fait, fout. il avait trempé les gants dans de la flotte pour faire plus de poids. Que les gants étaient plus lourds et quand tu te les mets en pleine gueule, Oui, voilà, c'est de la pas merde. mal. On est d'accord. Et début 93,
pour Allez, pas vas-y, changer, dis-le. Allez, vas-y. bah, il va se prendre la tête avec le booker. Ça va arriver souvent. Bon, alors après, c'est Bill Watts. En même temps, c'est Bill Watts. Est-ce qu'on peut lui en vouloir de s'être pris la tête avec Bill Watts? Bah, c'est compliqué de pas se prendre la tête avec Bill Watts. Surtout si t'as des idées un peu innovantes. Ah bah oui, parce que oui, même si, attention, tu lui avais un petit peu rendu... C'est un booker quand même. Voilà, t'avais... Oui, non, oui. mais quand on a fait l'émission sur Flair, je pensais que t'allais l'éclater, Bill Watts. T'as quand même été plus que correct Ah non, et honnête. ah non, T'as dit qu'il avait, il avait fait des choses bien. Bien sûr qu'il a fait des choses bien, bien sûr, bien sûr. Et du coup, en 93, bah, après se casser la WCW, il va signer à la WWF. Il y aura un petit passage dans une petite fédération, mais on s'en fout. Et cette fois-ci, il va pas être catcheur. Il va être manager. Il va être embauché en tant que manager, justement, parce que Vince, quand il l'a recruté, il a vu le talent, le micro qu'il avait. Oui, bah ça. Et il va le mettre en tant que le personnage de Johnny Polo. Et là, je trouve que par contre, cette gimmick-là lui colle beaucoup plus par rapport à sa vie réelle. Parce que ça va être un jeune riche, arrogant, gâté, issu de la haute société. Bah c'est Raven, en fait. Bah oui. C'est lui. Oui, c'est lui. Donc je trouve que la C'est gimmick... pas une gimmick. La gimmick colle trop bien, en fait. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, c'est un peu lui dans sa jeunesse, quoi. On va dire le jeune juif new-yorkais, gâté à mort, papa, aujourd'hui on a MJF. Oui. Voilà, la EW. Voilà, c'est le même délire. Oui. Voilà, gros big up à MJF. De nouveaux champions. Voilà, de nouveau champion. Le gros hébreu. Oui. C'est sur sa veste. C'est vrai? Ça me termine de rire, ouais. Oh, C'est le gros hébreu. The Big Hebrew. Et donc il va d'abord être le manager d'Adam Bomb. Ça va pas durer spécialement longtemps parce que derrière ce sera Harvey Whippleman qui va manager Adam Bomb. On s'en fout. Hervé Whippleman, c'est celui qui a envoyé tous ses monstres au Taker, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Mais en fait, en septembre 93, il va devenir manager d'une équipe quand même assez légendaire, assez mésestime aussi, qui sont les Québécois. Jack et Pierre, c'est ça? C'est les catcheurs canadiens? Oui, c'est ça, C'est, Jacques Rougeau et Pierre Carwellet. Ouais, voilà, PCO. PCO, Oui, exactement. ok, voilà, d'accord. Et une équipe extraordinaire, c'est une équipe, ils étaient en avance, les Québécois, parce qu'en fait, dans leur personnalité, c'est un peu le catch de maintenant. En fait, c'était des heels qui se faisaient des câlins, qui étaient un peu goofy, qui étaient contents quand ils gagnaient, ils se faisaient des câlins et tout. À l'époque, c'était testé. Aujourd'hui, ils se feraient popper pour faire ça. Et PCO, c'est celui qui avait une rivalité avec Bret Hart quelques années plus tard. C'est ça, et c'est celui qui est devenu le Frankenstein dans les années 2018-2019, où il faisait des dingueries à 60 ans, où il prenait les mêmes bums que Darby Allin. Oh putain. Ah oui, non, Pardon. lui, il est fascinant. Un jour, on en parlera de Pierre Calvarlet, parce que ce mec-là me fascine complet. Bah, il me semble que c'est un Québécois, hein. Bah oui, ça Il me semble, parce que je sais que, comme des fois je me perds sur des radios québécoises de sport quand je vais au boulot, par exemple. Quand j'écoute pas notre ami l'envers du ring, allez voir sa chaîne, c'est vachement bien ce qu'il fait. T'as vu, ça c'est belle la promo. Ouais, bien joué. Et ben j'ai déjà tombé sur une interview justement de lui. Bah oui, il parle français. Et c'était très très intéressant. Ouais, non, bah oui, non, mais Jacques Rougeau et Pierre Calvarlet, ce sont C'est Québécois. très intéressant. Bah, en fait, ça s'appelle les Québécois, hein. Ouais, bah oui. Voilà. Et il va quand même, en manageant cette équipe, les Québécois vont être 3 fois champions par équipe. Donc en fait, c'est quand même un manager vraiment connu dans le business quand même. Mais il a un vrai rôle. Il a un vrai rôle, ouais. Et même à tel point que, en fait, comme il va de temps en temps catcher, parce qu'en fait, lui, il veut catcher, ce qui va amener un désaccord avec Vince McMahon, on va y venir. Et en fait, il va avoir quand même des matchs face à des gros mid-carders quand même, et low-carders, mid-carders. Du coup, du Jimmy Powers, du Virgil, du Rick Steiner, du Marty Jannetty, du Dunk the Clown, du 1-2 Tricky, du Owen Hart, du Pierre Carvallet. Il va quand même affronter du beau monde. Il va affronter tous les mid-carders de l'époque. Ouais, plus ou moins. Et en parallèle de ça, il va faire color commentator pour une radio de la WWF. Puis moi, j'ai même vu qu'il travaillait en coulisses aussi. Ben, justement, le McMahon, en fait, tellement il apprécie son taf et qu'il soit vocal, qu'il ait des bonnes idées, il va lui proposer un poste de producteur pour Monday Night Raw. Sauf que... Moi, j'ai même lu que... Parce que il s'est même aux côtés de Jim Ross et tout ça, quoi. C'était quand même... Ah bah oui, c'était en fait, dans la radio, il était à côté de Jim Ross pour parler, et comme je dis, un poste de producteur pour Raw. C'est vraiment McMahon, en fait, il était tombé, pas in love, mais de ce mec-là. Là, on parle pas d'un rodage, hein, on parle vraiment du producteur. C'est pas la même chose, ouais. Et le truc, c'est que ce mec-là, eh ben, déjà, il y a 2 trucs qui a fait qu'il va partir de la WWF. Le premier, c'est qu'en fait, il voulait catcher. Le mec, avec son jeune âge, hein, parce qu'il n'était pas encore bien vieux, hein. D'accord, on est en 92? Ouais. 94? Ben, il a 30 ans. Il a à peine 30 ans, on lui propose un poste de producteur pour WWF, quand même. Vince McMahon qui lui donne ce poste-là. C'est quand même oufissime. Ouais. C'est que Vince, il y croyait. C'est vraiment qu'il y croyait, qu'il voyait vraiment un talent en lui. Et lui, il a dit, non, moi, je veux catcher, en fait, je m'en fous de ton poste.
Donc déjà, Chaud, quand même. ouais, le mec il est fou dangereux, hein, c'est Raven quoi. Enfin là, il est à l'image de tout ce qu'on va dire dans la vidéo. Donc du coup, il dit moi ça me plaît pas, j'ai envie de catcher. Je lui ai dit mais attends, je te propose un poste en or. Et en plus, bah, comme il était en poste de producteur, il était dans le crew de Vince McMahon. Et en fait, il a pris une personne sous son aile, on l'avait déjà dit. Il s'occupait du foie de Shane Il s'est McMahon. occupé du foie de Shane McMahon. En fait, il s'entendait très bien avec Shane McMahon parce qu'avec ses idées de fou et que Shane McMahon était beaucoup plus ouvert que Vince sur le monde du catch et sur Par ce qui se exemple, passait. c'est reconnu que Shane était un grand fan de la ECW. Oui, bien sûr. Par exemple. Voilà. Et donc, du coup, en fait, les deux, ils discutaient beaucoup, sauf qu'en fait, bah, il l'emmenait souvent aller picoler un coup. Et je pense que peut-être pas que picoler. Ouais, voilà, c'est Parce ça. que bon, je pense t'en as pas encore parlé, mais à cette époque-là, il se droguait déjà. C'est beaucoup plus tard. Peut-être il commençait, mais c'est vraiment la FCW où ça va taper dedans. Là, c'est plus l'alcool. Ok. C'est plus l'alcool. Et donc, du coup, il quitte la WWF en 94. Il fait son dernier combat contre Adam Bomb où il va perdre. Il va quand même catcher. Il fait sa dernière apparition avec le personnage de Johnny Polo dans un house show à Montréal, où justement il accompagne une dernière fois Echo Baker. Et en fait, il se casse en claquant la porte. En disant, moi, je voulais être dans le ring, je veux pas d'un poste de rodagent, de producteur. C'est con. C'est con, oui, bon, après, vu ce qu'il a fait derrière, bon, ça va le desservir. Ah bah, de toute façon, Vince, il lui a jamais pardonné, on il lui peut a dire. jamais pardonné, en fait, il a été personnel non grata, quoi. Même quand il est revenu, c'était pour en faire de la merde. C'était pour se foutre de sa gueule. Bah, c'était pour pas l'écouter, quoi. Encore une fois, à l'époque, quand il n'y avait plus la WCW, Vince McMahon se faisait un malin plaisir d'embaucher les gens pour les humilier. Oui, bah, c'est ce qu'il a fait avec... Il l'a même fait quand la WCW était là. Hein, Oui. voilà. Donc, on va se faire notre première petite pause. Ouais, ça, je vais boire un coup d'eau. Voilà, et on va enchaîner sur les débuts de la ECW. ECW, où non seulement on va redire des choses qu'on avait peut-être dit dans l'émission de la ECW. C'est ça, peut-être je rentrerai pas autant en détail, Ouais, mais il y a quand même parce des que trucs que je vais retracer quand même. T'avais compté ça magnifiquement, mais c'est vrai que quand on avait fait l'émission de la ECW, t'avais dit pas mal de rivalités. Là, on va vraiment rester focus sur Raven, quoi. Exactement. C'est très intéressant ce qu'il fait à l'ECW, les amis. À tout de suite. Donc là, on va arriver à son gros passage ECW. Oui, et je vais intégrer totalement avant de commencer de vous parler des storylines et tout, je vais faire le point complet sur la gimmick de Raven. Moi, j'ai juste envie de te poser une question. On est d'accord que la ECW, là, ce que tu vas expliquer, c'est son pic. C'est son pic, ouais. C'est là où il était plus haut, ouais. Ouais, vraiment, ouais. Là, il n'y a pas de débat. Donc, du coup, dans les inspirations qui va donner le personnage de Raven, c'est que lui, il va s'inspirer du poème de Edgar Allan Poe, tu l'as dit au début de vidéo, qui s'appelle The Raven. Oui, je cite le corbeau plus jamais ou quelque chose comme ça, non? C'est ça? Bah, oui, mais je voulais le dire après, mais c'est sa catchphrase, c'est le quote de Raven Nevermore. Ouais, voilà. Voilà, ça veut dire quelque chose dans le poème, et lui, il le dit à chaque fin de phrase comme Stone Cold said so, tu vois, ouais. si tu veux. Donc, quote de Raven Nevermore. Par contre, tu m'excuses, mais c'est parce que Stone Cold said so. Il va s'inspirer du personnage de Patrick Swayze dans le film Point Break. Donc un personnage de manipulateur, je n'ai pas vu ce film. Un des meilleurs films peut-être sur de braqueurs. Ok. C'est des surfeurs, il me semble que c'est des surfeurs braqueurs. Voilà. Je vais faire un gros aparté. Excusez-nous pour des fois la qualité sonore, on va entendre des voitures passer, mais là on a ouvert la fenêtre, on n'en peut plus là. C'est plus possible. Parce que là on est à poil, à un moment... Voilà, c'est ça. Thomas est littéralement à poil. Ouais. Voilà. On n'est pas bien là, tranquille. Et baloche dans la sauce. Et il va utiliser clairement dans le personnage une philosophie nihiliste, misanthrope. Et ce qui est ouf, justement, c'est que le fait qu'il soit nihiliste, misanthrope, tout ça... Moi, j'ai sadique, sociopathe, dépressif, stoïque... Ah bah oui, toutes les qualités. Et ce qui est fou, on l'a dit, c'est que ça va être un leader de clan. En fait, c'est que le mec a toutes les tares pour être détesté par les gens et que personne ne doit se rallier à un mec comme ça. Mais, encore une fois, c'est un gourou. Donc un gourou peut avoir toutes les tares, il y a des gens qui vont le suivre. Oui, bah c'est un gourou. Oui, alors c'est exactement ça, c'est un gourou. Voilà. Et donc du coup, comme j'ai dit, il va faire des promos justement inspirés beaucoup de Jake Roberts, où en fait, je me souviens par exemple celle de Barley Legal, où il est assis dans la pénombre sur les escaliers, pendant qu'il fait ses promos, des trucs comme ça. Être assis aussi dans le ring contre c'est un de ces trucs aussi, non? Bah c'est un truc, ça il a totalement piqué ça de Jake Roberts. Justement de s'asseoir dans le coin. Ça va être une de ses marques de fabrique, justement. Oui, tu as raison Thomas. Voilà, oui, vraiment, il se met complètement assis dans le coin, sur la tête sur des alcools. Ça, les images, elles sont magnifiques. Hein. Ouais, bah oui, clairement. Et pour renforcer cette gimmick, il va modifier totalement son physique. Il va prendre de la masse pour dépasser les 100 kilos. Il va atteindre les 107 kilos. De toute façon, si tu veux être gourou, il pouvait pas être chétif comme il était avant. Ouais, c'est ça. Il fallait faire ça. Il va se mettre des piercings dans le nez, aux sourcils. Il va avoir, comme on a dit, adopté totalement le style grunge, donc jean déchiré, veste en cuir, t-shirt de groupe de comics, de rock et de comics. Surtout que c'est un grand fan de comics, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça, des Rangers.
pas des bottes de catch, mais des Rangers militaires, et évidemment la chemise à carreaux autour de la taille. Vraiment le style grunge as fuck, se laisser pousser les cheveux, et comme il a les cheveux ultra frisés, ça fait vraiment une... Oh, il a la classe quand même. Il a la classe. Non, franchement, il a la classe. Il a la grande classe. Moi, je suis désolé, mais je vois Kurt Cobain. Moi, Kurt Cobain, c'est plus Brian Pillman, Kurt Cobain, mais... Ouais, c'est vrai. Mais ouais. c'est un mix des deux. Voilà. Lui, vraiment, ouais, chanteur rock des années 90, quoi. Ah ouais, il aurait pu, oui. Voilà. Et je trouve qu'il pète la classe. On y reviendra sur son style. Moi, il y a un style de lui que je déteste, ce sera la WWE. Mais là, comme ça, c'est Raven. Vraiment, c'est le Raven. vrai Raven. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, à la ECW, au début, il avait tenté de faire des micmacs avec Jim Cornette. Avant la WCW. Avant la ECW. Avant la ECW, pardon. Sauf que Jim Cornette, c'est aussi une tête de con, donc forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Se prendre la tête. Là, c'est la Smoky Mountain Wrestling. C'est ça. Toujours un territoire encore. Et exactement, toujours un territoire qui était, comme lui était relié WWF, le territoire existait encore. Oui, parce que, voilà. Voilà, parce qu'il servait de territoire de développement pour WWE. Donc déjà, le mec qui quitte WWE pour aller bosser chez Jim Cornette, déjà, c'est déjà compliqué. Le territoire de développement. Voilà, c'est vrai que c'est con. Voilà, c'est un peu con. Et il présente sa gimmick et Jim Cornette, ça l'intéressait pas. Là, pour le coup, il a pas eu le nez creux, le con. Hein. Ouais, même si je pense que il a été à l'endroit parfait pour sa gimmick. Évidemment. Elle aurait pas pu marcher aussi bien ailleurs. Elle aurait pu marcher ailleurs, mais jamais aussi bien qu'à l'ECW. C'est ça. Et du coup, il va aller voir le booker de la ECW, qui est Polyman, et ben là, ça va matcher. Ah bah. Là, ça va matcher. Il est loin d'être con, notre Polyman. C'est ça. Coup, hein. Et les deux, c'est deux savants fous. Donc, de les coller ensemble, ça va excellemment bien marcher. Et du coup, Eman, il accepte l'idée et il dit, je vais continuer de pusher mon héros qui est Tommy Dreamer. Et en fait, tu vas devenir son ennemi juré. Son némésis. Et en fait, il va devenir tellement son némésis qu'il va devenir bien, pour moi, qui va être au-dessus de Tommy Dreamer dans la promotion. Largement. Enfin, de toute façon, on peut le dire tout de suite ou pas? Tu veux le dire? Il me semble que tu sais ce que je vais dire. Oui. Tommy Dreamer l'a jamais battu. Sauf, ils ont fait l'erreur à la fin. Ouais. Quand il part pour la WCW. Mais voilà. Sinon... Mais c'est 2 ans après, ou 3 ans après. Ouais, exactement. Et quand il le bat, c'est plus dans la rivalité avec lui. C'est autrement. Voilà. Et moi, j'adore l'introduction. Je l'avais déjà dit dans une vidéo CW, donc je vais le répéter. C'est qu'en fait, il va être introduit progressivement par le catcheur Steven Richards. Donc, Steven Richards, c'est quand même aussi un gros nom de la CW. C'est pas le mec qui jure beaucoup? Non, Steven Richards, c'est celui qui a créé la BWO. La Blue World Order derrière. Mais Steven Richards, pardon. Non, tu confonds avec Shane Douglas. Ah oui, mais Steven Richards, c'est celui qui plus tard était en équipe avec Victoria à la WWE. Exactement. D'accord, ok. Qui a fait partie du Right to Censor et tout ça. Ouais, voilà, ok. Mais la ECW, c'était quand il va faire la BWO, c'est un mix entre Shawn Michaels et Kevin Nash. Oui. Dans l'idée. Oui, Right to Censor. Meilleure musique de catch ever? Non. D'accord. Voilà. Et du coup, en fait, pendant plusieurs semaines, Richards, en fait, il dit, il a en rivalité avec Tommy Dreamer. Oui. Et en fait, il dit, je vais te ramener le véritable Johnny Polo. Oui. Voilà. Ou il va dire même Stevie Polo. Il va dire, il va venir déguiser justement aux anciennes gimmicks de Raven. Donc en Stevie Flamingo, Stevie the Goldies, Johnny Polo. En fait, il va prendre l'inspiration des personnages de Raven pour vraiment le teaser. Ouais. Il va teaser l'arrivée de Raven. Raven en disant, je vais te ramener le vrai Johnny Polo que tu connais très bien. Parce que c'est un potato ou quelque chose comme ça en vrai. C'est ça, en fait, il fait comprendre que Tommy Dreamer connaît ce mec-là et qu'en fait c'est quelqu'un du passé de Tommy Dreamer. Et le 10 janvier 95, à Hardcore TV, Raven il va faire son apparition et c'est Richard qui l'introduit en disant Raven, il te nourrit une haine profonde de Tommy Dreamer parce que en fait ils se sont connus quand ils étaient jeunes dans la storyline dans un camp de vacances. Oui, oui, il n'y a pas une histoire aussi qui se moquait d'une nana quand ils étaient en... Si, et cette nana va devenir dans la finalité la femme de Tommy Dreamer. Voilà, qui est Beulah McGill que vous pouvez la voir par exemple dans le One Night Stand 2. Où elle se prend un spire d'enfoiré de Edge. Et pas que le spire qui était d'enfoiré. Oh l'enculé, pardon. Voilà, et du coup Raven, dès le début, il va créer le légendaire clan, le Raven Nest, donc le nid de Raven, donc le nid des corbeaux. Qu'est-ce que c'est classe? C'est classe, bah derrière le flock c'est un nid aussi. Donc, ouais, mais c'est classe. Ouais, je préfère le nom Nest. Ouais, c'est plus stylé. Ouais, exactement. Je trouve ça beaucoup plus stylé. Et du coup, Steven Richards, ça va évidemment être le premier nom. Et en fait, il va commencer à recruter pas mal de jobbers de la ECW dans son clan. Je vais pas citer tous leurs noms, mais je sais, il y en a un qui me fait marrer, c'est Big Dick Dudley, qui va arriver dedans. Voilà, gros sexe Dudley, ça me fait rire. Bref. T'en faut peu, hein. Voilà. Tire mon doigt. Et en fait, les mecs qui le présentent, ils disent que c'est la voix de leur génération.
Donc du coup vraiment ça va être pire à la WCW, mais en fait les mecs ils sont totalement ralliés à lui, ils ont le cerveau complètement lavé les mecs. Ouais. Voilà, c'est vraiment des hommes de main et tout ça. Très souvent dans ces matchs, t'as tout le monde qui intervient. Voilà. Et Bah, c'était sa patte d'avoir tout le monde qui intervenait. ouais, c'est ça. Et l'un des premiers matchs où Tommy Dreamer va affronter Raven, il va lui baiser la gueule parce qu'il va lui faire un gauntlet match où il va affronter 4 membres du Raven's Nest pour derrière se faire baiser par Raven. En fait, Tommy Dreamer va enchaîner 4 matchs. En fait, Raven va arriver, lui casser la gueule, quoi. Et en fait, ça va être que ça tout le temps. Donc, du coup, comme tu dis, il y a la révélation sur Beulah. Et en fait, c'est après un freeway dance, où en fait, Raven va dégager Johnny Hotbody et Tony Stephenson, qui sont des premiers membres, pour les remplacer par une équipe légendaire aussi de la ECW, les Pitbulls. Les Pitbulls ont fait partie du Raven Nest. D'accord. Voilà, donc ça c'est cool aussi. Et en fait, derrière, c'est durant ce show-là, donc en 95, où il va dire l'origine de sa haine envers Tommy Dreamer. Donc comme on l'a dit, il fréquentait le même camp d'été. Il y avait une jeune fille en surpoids couverte d'acné nommée Beulah McGillicuddy qui était amoureuse de Dreamer, mais comme Dreamer il a dit qu'elle était moche, qu'il la voulait pas, Raven, il est devenu petit ami de cette fille-là. Et en fait, du coup, il a toujours nourri la haine de Tommy Dreamer parce que c'était l'amoureuse son amoureuse était amoureuse de Tommy Dreamer et elle a été rejetée, lui il l'a récupérée et il s'est toujours senti malheureux parce que Il s'est toujours senti inférieur à Tommy Dreamer. parce que Tommy Dreamer a refusé cette Elle est fille-là. avec moi parce que elle a pas voulu, parce que lui n'a pas voulu d'elle. C'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, il va intégrer Beulah dans la storyline et du coup, elle est mannequin. Ouais, chez Penthouse. Voilà, c'est ça. Et elle déteste toujours Tommy C'est Dreamer. quoi Penthouse? C'est le genre de magazine où les pages elles sont collées. Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Bah, on est là à l'ECW, les enfants, hein, donc je rappelle que Lita, quand elle a parlé à l'ECW, son premier nom c'était Miss Congeniality. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée. Et je pense que les trois quarts des États-Unis ont vu les fesses de Francine. Ouais. Voilà, donc c'était la ECW. Donc du coup, Et on est toujours dans cette rivalité-là avec Tommy Dreamer. Il y a des matchs entre temps. c'est ça. Et là, elle va s'intensifier à mort en 95. Je vais skipper un peu parce que j'ai vraiment tout noté, mais on va prendre vraiment les grands moments. Donc du coup, le Raven, il va gagner un des premiers matchs dans un freeway dance où il y avait Steven Richards dedans. Donc déjà, ils sont à 2 contre 1 dans l'idée. Il va gagner grâce à Beulah. Beulah va devenir du coup la petite amie à l'écran de Raven, évidemment. Et en fait, elle intervient tout le temps dans les matchs. Et en fait, toujours Dreamer se fait baiser par ses anciennes filles. Et même à tel point que Dreamer, au bout d'un moment, il craque et il lui met des gros pal driver, quoi. Avant qu'elle le rejoigne et que ça devienne sa femme dans la vie réelle. Ou peut-être ils étaient déjà mariés, je sais pas. Je sais plus s'ils étaient déjà mariés à ce moment-là. Et évidemment, comme il y a tout le temps des interventions et qu'en fait l'autre il pourrit la vie, quoi. Raven, il pourrit la vie de Dreamer. Ça va commencer à donner des matchs extraordinaires. Donc je vais citer quelques matchs extraordinaires. Donc du coup, en juin 95, il y a un Barber Wire Hoodie and Chokeslam match. Où, en C'était fait, souhait. donc du coup, c'est barbelé, cagoule, Chokeslam. Voilà, c'est partout ce cagoule, quoi. Et en fait, le Raven Nest, ils vont dégommer Luna Vachon, qui était l'une des alliées de Tommy Dreamer. Ils vont briser les doigts de Tommy Dreamer dans un match. Plus tard dans l'année, il va y avoir Raven et Steven Richards, ils vont remporter le titre ECW par équipe. Donc en plus, Raven, il augmente sa cote tout en martyrisant Tommy Dreamer. Ouais, c'est-à-dire C'est qu'en fait, Tommy Dreamer arrive à rien, parce qu'il a le Raven Nest sur le dos, et par contre, Raven, lui, se fait plaisir à côté. C'est ça. il gagne les titres par équipe. Voilà, déjà, par équipe. Il est toujours. Bah, par contre, il est pas champion hardcore. Il est pas champion de la ECW là. Pas encore. Voilà, Pas ok. encore, ça va arriver. L'un des trucs les plus marquants de leur rivalité, je l'avais dit dans la vidéo ECW, c'est Hardcore Raven 95, où alors Raven et Richard, ils vont conserver leur titre face à Tommy Dreamer et Luna Vachon. Donc déjà, ils conservent leur titre contre un homme et une femme. C'était le ECW, de toute façon. Mais les Pitbull quittent Le Nest. le Nest pour être remplacés par les Dudley. Classe. Classe. Il y a vraiment du beau monde qui est passé Ah par ouais, le Nest. classe. Vraiment, vraiment classe. Donc du coup, déjà, ça c'est un gros truc marquant, parce que du coup, les Dudley, comme j'ai dit, les Dudley, c'est pas que Devon et Bubba. Surtout qu'à l'époque, c'était Bubba et Dudley. C'était le bégaiement. C'est une famille, les Dudley. Il y a Big D Dudley, Bubba et Dudley, Sangate Dudley, il y en a 5 ou 6, quoi. Hein. C'est vraiment la famille de consanguins. Oh, t'es con. C'est vrai. D'accord, ok. C'est leur gimmick, hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Voilà, c'est pas moi qui l'invente. Et le truc incroyable, c'est que dans le pay-per-view d'après, donc en juillet à Heatwave, Dreamer et les Pitbulls. Ah oui, parce que les Pitbulls ont quitté
Oui, parce que c'est pas toujours clair. C'est pas trop. Les Pitbulls, ils ont quitté Raven pour se mettre pour aider Dreamer, c'est ça. Et là, donc, à ce show-là, Heatwave, il y a un match Dreamer et les Pitbulls face à Raven et les Dudley. C'est ça. Et ça doit être bon, ça. Ah bah c'est du bien violent. Ouais, oui. C'est du bien violent et c'est une des premières victoires de Tommy Dreamer sur le Nest. Donc du coup, c'est évidemment c'est pas Raven qui va prendre le pin, mais en fait l'équipe des Faces vont gagner. Et en fait, Dreamer, il va péter un câble parce qu'il a gagné. Il va attacher Raven à la cage avec des menottes et il va lui mettre le fameux coup de chaise entendu autour du monde. Que tout le monde a chair shot heard round to the world. Qu'on a entendu au travers le monde. Ouais, à travers le monde, c'est exactement ça. Tu l'as déjà vu? Ah oui, c'est une dinguerie, hein, c'est une dinguerie. C'est un truc qui tournait à mort dans les clips des années 2000, des trucs comme ça. Parce que l'autre, il est accroché en mode crucifix sur la cage et l'autre, il y va, coup de chaise non protégé. Mais ça fait un bruit, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment ça a été un des trucs les plus marquants. C'était dans le générique CW. Exactement, ça a été l'un des trucs les plus marquants de la CW, une des trucs vraiment importants. Alors, tu l'as dit tout à l'heure que c'était un catcheur lambda. Oui, je sais, c'est juste pour faire le jeu de mots avec Michael Youn. C'était un catcheur lambda. Là, par contre, les matchs là, c'est bon. Ça se regarde. Ah bah oui, bien sûr, c'est hyper divertissant parce que de toute façon, c'est du hardcore. C'est des accidents de bagnole. C'est des accidents de bagnole, en fait, tu regardes, c'est fascinant, quoi, parce que les mecs, ils sont comme des sagouins, quoi. C'est pas un gros work rate. Encore une fois, je rappelle que l'une des plus grandes stars de la CW, c'est le Sandman. Il a un work rate de 0, mais par contre, quand tu le vois dans un match hardcore, tu t'es à fond dedans. Hein. Enfin, même si le Sandman, il y avait aussi un truc à la ECW, c'était son entrée. Ouais, oui, mais même dans les matchs. Non, mais là, déjà. Matchs, c'est fascinant de voir un mec qui est complètement bourré, qui sait pas ce qu'il fait, et qui se met des coups de kendo-stick. Hein. C'est fascinant. C'est Macron? Sandman? Ah non, il se met pas. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, parce que qui sait pas ce qu'il fait, qui est complètement bourré, bon, c'est plus la cocaïne. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est plus la cocaïne, mais on est dans la même idée. On est dans la même idée, quoi. C'est ça. Il va y avoir un truc marquant à WrestlePalooza plus tard. Sauf que lui, il est pas managé par Jean-Michel. Bon, mais non, à WrestlePalooza, donc du coup. À WrestlePalooza, il y a un gros match par équipe entre le Nest de Raven, Steven Richards et Dudley, qui vont affronter Dreamer, Cactus Jack et les Pitbulls. C'est un match par équipe. C'est vraiment. Mais par contre, il y a très peu de 1 contre 1 pour l'instant. C'est vraiment toujours avec le Nest, toujours par équipe. Exactement. C'est pour ça qu'on dit que c'est un catcheur de clan. Exactement. Parce que la plupart de ces gros matchs, en fait, il est toujours avec du monde. Voilà. Et c'est quand même un truc ultra marquant qui va passer dans ce show-là. C'est que Cactus Jack, à la fin du match, il va dégommer Tommy Dreamer et rejoindre le Nest. Oh, putain. Alors Cactus Jack, qui est effectivement déjà plus, parce que plus haut que Raven, il va se mettre sous les ordres de Raven. Alors que 5-6 ans auparavant, c'était le contraire. Il faisait partie du cartel, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'était Cactus Jack qui commandait. Ouais, c'est ça. Un truc de fou. Hein. Voilà, donc du coup, la boucle est bouclée, quoi. Il continue toujours à traîner dans la division par équipe pour l'instant. Il va faire pas mal de matchs, hein, justement, d'affronter les Public Enemy, d'affronter Tommy Dreamer et Terry Funk, justement, d'affronter les... Moi, j'ai même vu qu'il perdait le titre, mais il le récupère très rapidement, des trucs comme ça. Ouais, des trucs comme ça. Il y a quand même un gros match à November to Remember 95. Tommy Dreamer et Terry Funk, donc le mentor et l'élève, contre Raven et Cactus Jack. Et est-ce qu'on quand même, les noms des pay-per-view ECW, c'est pas les meilleurs de l'histoire? Ils sont géniaux. C'est quand même un truc de fou. Ah, November to Remember, December to Dismember, Barley Legal. WrestlePalooza, c'est quand même la classe. Là, excusez-moi, hein, je dis pay-per-view, mais c'était pas des pay-per-view. Oui, c'était pas des pay-per-view. C'était des gros shows spéciales. Oui. Parce que le premier pay-per-view, il est en 97. Bah, c'est Barley Legal. C'est Barley Legal. Là, c'est les noms des gros shows. Heatwave, ça pète, WrestlePalooza. Ah, ils sont géniaux. Ils sont géniaux. On est d'accord. Et durant la fin d'année, il va accueillir un nouveau membre dans le Raven Nest, et en fait c'est quelqu'un de très marquant, qui va être très marquant plus tard, c'est The Blue Mini. Enfin moi je le connais surtout marquant parce qu'il s'est fait péter la gueule par JBL. Ouais, mais à la ECW c'est un mec marquant. C'est un mec marquant. Bon, moi par contre je suis pas trop fan du Blue Mini, hein. Je vous encourage pas dans le Discord à vous taper une soirée Blue Mini, les gars. Moi non plus. L'un des gros angles toujours dans la rivalité Tommy Dreamer et Raven, ça va jamais s'arrêter, hein, de toute façon. Parce que là, ça dure presque 1 an. Ça dure plus d'1 an. On est à Dismember to Dismember, donc voilà, 95. Et encore une fois, Raven, il va battre Tommy Dreamer, parce qu'il le bat tout le temps, comme on a dit, il gagne jamais Tommy Dreamer. Et en fait, c'est une histoire ultra dramatique. C'est parce qu'en fait, Raven, il commence à expliquer davantage son
son ressenti, son ressentiment envers Tommy Dreamer, parce qu'il avait expliqué pourquoi il avait la haine, mais il rajoute des points de storyline. Et en fait, il dit que Dreamer était son ami, mais lorsque ses parents ont divorcé, Dreamer, il l'avait pas soutenu, et qu'il l'aurait abandonné dans les périodes difficiles. Donc en plus, c'est lui le gros il, hein. Mais en fait, à chaque fois qu'il prend le micro, il fait passer Tommy Dreamer comme la dernière des putes. Oui. Voilà, c'est ça qui est génial, en fait. C'est vraiment pour pousser le truc. C'est bien fait, ça. C'est vraiment bien fait. Et il y a un énorme segment qui va se passer lors d'House Party 96, donc on est début 96. Même House Party, ça pète en nom de show. C'est qu'en fait, il y a Steven Richards, il va tenter de craquer et embrasser Beulah, qui est normalement censée être avec Raven. Elle refuse et elle quitte en annonçant qu'elle est enceinte. Et en fait, ça fait péter un câble Raven. Et en fait, parce que Beulah lui révèle qu'il n'est pas le père. Et en fait, Raven tourne sur Steven Richards, qui était son premier allié, le mec qui l'a introduit. Je me permets juste de dire un truc que tu as oublié. Il y a aussi, juste avant la fin de l'année, juste avant justement ce show-là, le 30 décembre, lors de Holiday Ale. Ouais. Holiday Hill, c'est quand même la classe, encore une fois. Ouais. Hein, les vacances de l'enfer, quand même, ça pète la classe. Il y a Raven et Dreamer qui se battent. C'est Raven qui gagne le combat. Et il devient aspirant au titre de la ECW. Ah, oui. Et il perd, échouant à gagner le titre face à Sandman. Oui, c'est vrai que son premier title shot, il le gagne pas, effectivement. Donc c'est pour quand même dire que malgré tout, même si, avec la rivalité face à Tommy Dreamer, on peut penser qu'il est déjà au sommet, à la ECW, pas encore. Il a pas encore le titre. Il a pas encore le titre. C'est un truc de fou, quand même. Il va avoir le titre après ça. Parce que de toute façon, en fait, le titre pour un mec comme Raven, par rapport, j'ai du mal, hein. Désolé les amis, avec la chaleur, c'est compliqué. On a du mal, on est crevé. Mais c'est vrai que finalement, la rivalité avec Tommy Dreamer se passe de titre. Oui, il n'y en a pas besoin. Bon, là, il va y avoir, mais oui, mais pendant un an, il n'y a pas besoin, quoi. Pas besoin. Et donc, du coup, je reviens sur le truc, c'est que Beulah, elle refuse Steven Richards, elle quitte le clan, elle dit qu'elle est enceinte, elle regarde bien Raven en disant t'es pas le père. Donc, du coup, Raven, lui, défend Steven Richards, qui est son bras droit, pourtant. Oui, parce qu'il pense que c'est Steven Richards. Il pense que c'est Steven Richards. Et bah non! Sauf que Beulah, elle dit que le père de son enfant, c'est Tommy Dreamer. Donc, on en rajoute. Dreamer, il arrive dans le ring, il attaque Raven, Richards et Blumini, et il embrasse Beulah sous l'ovation du public. Le segment, il faut que vous les ayez. Ouais, c'est un truc. Trouvez-le, le segment extraordinaire. Waouh, ça doit être un truc. Ils font chier, j'ai des frissons, hein. Ils font chier, ces ans. Pas fait. Ouais, merci d'avoir supprimé le network quand même. Parce que c'est vraiment de toute façon tous les gros segments Dreamer Raven, c'est génial. Là vous pouvez dire c'est un peu graveleux parce qu'on rajoute un segment d'une femme enceinte et tout comme ça, mais en fait c'est tellement personnel et ça touche tellement de gens. Toute l'histoire entre Raven et Tommy Dreamer, de deux amis qui se détestent, parce qu'il y en a qui lui reprochent l'autre qui n'a pas accepté une meuf et des machins, et qu'en fait ça finit. C'est la vie réelle. C'est la vie réelle. C'est ce que Jim Ross. Polyman. C'est ce que Polyman adorait justement, c'est qu'il disait qu'avec Raven, on avait dans ses promos une sorte de vérité sur la vie. Exactement. Que par moments, même dans ses promos, il semblait, comment dire, être désespéré et être humain, j'ai pas le terme exact, mais être un peu en dessous de tout, voilà, qu'il était vachement, humain finalement, et que dans le ring c'était un bourrin. Ouais, c'est et Iman adorait le contraste entre les deux. Le contraste, ouais, c'est ça, au niveau de ses promos et au niveau de ce qu'il montre dans le ring, c'est ça en fait, c'était l'impression qu'en fait il est plein d'empathie, qu'il est plein de regrets dans ses promos, alors que le mec en fait c'est un psychopathe. Ouais. C'est en fait le mec est fou, dangereux. On l'a dit, un misanthrope tout ça, parce qu'en fait il a pas supporté qu'un ami le trahisse quoi. Donc en fait ça te donne une part de réalité et encore une fois les meilleurs heals c'est ceux qui ont des parts de vérité. Donc c'est la boucle est bouclée et on peut en profiter avant d'attaquer justement qui devient champion du monde. On peut déjà dire backstage que lui Polyman j'avais dit deux savants fous. C'est Raven qui écrit des storylines. Ah ouais? Les storylines de Raven, c'est lui qui les écrit. Il va voir Polyman, il en discute avec lui, mais toutes les idées viennent de Raven. Ils se sont toujours respectés? Toujours. C'est l'un des rares avec C'est l'un des rares bookers avec qui il se prenait pas la tête. En fait, il se prenait la tête en disant on veut faire mieux en fait. Oui. En fait, il se challengeait. Il se challengeait lui et Polyman parce qu'en plus comme Polyman lui le respectait à fond, c'est pour ça qu'il va le pusher comme jamais. Parce que déjà la storyline face à Tommy Dreamer, ça lui a permis de créer l'un de ses plus grands babyface. Parce que Tommy Dreamer, quand on dit que c'est l'âme et le cœur de la ECW, c'est grâce à cette rivalité face à Raven. Elle s'arrête là, la rivalité? Non, elle va reprendre plusieurs fois. Non, mais là, c'est un premier arrêt. C'est un premier, on va dire un peu arrêt, ouais. Donc c'est Dreamer finalement qui a le dernier mot, mais pas dans un match, quoi. C'est exactement ça. Qui met des coups de chaise à tout le monde. Parce qu'en fait, il part avec Beulah. Ah, c'est beau. C'est quand même. Non, c'est beau, c'est vraiment beau, voilà. Quand tu vois que maintenant, aujourd'hui, le savant fou à la WWE, c'est Dadouzen.
Putain, ta gueule. D'accord. Je me suis fait curse aujourd'hui. Hein. Je fais un gros big up, justement. Il va écouter cette émission. Je fais un gros big up à un ami à moi avec qui je joue aux cartes, qui s'appelle Stylian. Je te fais un gros bisou, mon frère. Je fais un gros bisou. T'as curse? Et il me curse. À chaque fois que je vais le voir en tournoi, il me curse. Il me regarde comme ça. Voilà, donc je Tu lui fais veux un trop gros te big faire up. dans la gueule pour moi? Et le truc, c'est que s'il se met assis sur toi, il te tue. Voilà. D'accord. Big up, Stylian. Voilà. Ça me permettra de faire le petit clin d'œil, je lui avais promis. Donc, je reviens sur un Raven, et en fait, il va le pusher parce que le mec, comme sa storyline a ultra bien marché, ça a permis de créer le plus grand IWSW plus le plus grand face, plus les segments les plus adorés. Du coup, il va pusher en tant que champion du monde, ce qui est logique, et il va demander à Raven, même s'il n'avait pas besoin de lui demander, parce que Raven, on sait qu'il ouvre sa gueule sans qu'on lui demande, sur les storylines des autres. En fait, il va devenir, entre guillemets, co-booker. Inofficiel, je le dis bien. Voilà, c'est pas officiellement, mais il va beaucoup aider Polymath sur plein de storylines à tout le monde. Donc, après le départ de Beulah, il présente sa nouvelle nana. Exactement, en fin janvier 96, la fameuse Kimona Wanalaya. Quoi, elle ressemble? C'est une asiatique. Ah, il n'y a pas de photo. Tu peux la trouver. Hein. Et c'est un jeu de mots. Oui, ça veut dire... En fait, c'est de dire rapidement Kimona Wanalaya, ça veut dire viens ici que je te baise. Ouais, voilà. C'est Command Wanalaya. Ouais, voilà. Donc c'est un peu spécial. Comme Et donc, et plus tard, enfin dans la soirée, il éclate. Il va, avec l'aide massive de tout le Raven Nest, il va aller affronter le Sandman. Et enfin, gagner Le titre ECW poids lourd. champion du monde de la ECW. Alors qu'en full overbooking. Alors qu'en fait, ils y sont allés tous ensemble, alors qu'il suffisait juste de donner un verre d'eau Ouais. au Sandman. Il rouille. Il rouille et rouille, bouffe. 1, 2, 3. Et c'est un match dégueulasse. Je sais qu'il y a un catcheur où, en plus, Raven va le prendre sous son nez bien plus tard. Je fais un petit clin d'œil. C'est Ricky Shane Page, un gros catcheur deathmatch d'aujourd'hui, qui va beaucoup s'inspirer de Raven. Parce que, en fait, Raven, dans le catcheur core, c'est l'un des premiers à avoir des interventions dans tous les sens. En fait, de faire de l'overbooking dans l'hardcore match. Ouais. C'est qu'en fait, le mec ne gagne pas un match Clean. Bon, de toute façon, lui... Voilà. Et du coup, il devient champion CW, et en plus, il va vraiment garder le titre longtemps, et il va affronter beaucoup d'adversaires. Je donne un peu les noms comme ça, mais on va se concentrer par exemple sur la VT du Sandman, évidemment. Il va affronter Shane Douglas, Pitbull Number 2, Chris Jericho, Damien 666, mais c'est vraiment de la merde, Too Cold Scorpio et Terry Gordy. Vraiment des gros noms, quoi, de l'époque de la CW. Et ça va commencer, c'est du Raven dans le texte. Il va réussir à nous humaniser comme jamais le Sandman. Et ça, fallait le faire. Il fallait le faire dans une guerre ultra psychologique et vraiment du mind game face au Sandman. Et c'est une destruction psychologique. C'est noté dans mes notes. Il utilise sa femme, son fils, non? Exactement. Donc déjà à Hardcore Event 96, il va cibler sa famille. Il va manipuler l'ex-femme du Sandman qui s'appelle Laurie, qui l'avait quitté justement par rapport au problème d'alcool du Sandman dans les storylines. Je pense que dans la vie réelle aussi. Mais on va dire dans le truc. Et le fils de Raven qui s'appelle Tyler. Et il les fait rejoindre tous les deux le Raven Nest. C'est la classe. Ouais. C'est la classe. C'est horrible. Et pendant des mois, l'ex-femme et le fils, ils accompagnent Raven à chaque fois qu'il vient dans le ring. Donc c'est horrible. Et ce qui est génial, c'est qu'il va grimer le fils de Sandman en Raven. Le gamin, il vient, il est en jean, il a la chemise à carreaux, il a la veste en cuir, et il arrête pas de faire le signe de croix de Raven. C'est classe quand même, hein. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est l'une des storylines les plus psychologiques dans l'histoire du catch. C'est là où tu te dis quand même que producteur à la WWE, ça aurait été quelque chose, hein. Mais oui, il aurait eu les coudées. Ouais. Franche, si on l'avait lâché, parce que il aurait fallu si c'était lui qui produisait les storylines et tout comme ça, on aurait imaginé. Un what if de fou. À condition qu'on le laisse faire. Voilà, what if. Mais par contre, ça aurait été du pâté. What if de fou. Il y a un segment horrible, justement, c'est que déjà, pendant qu'il faisait ses promos de fou envers le Sandman, il donnait le micro au fils, qui disait, non mais papa, t'es un alcoolo, je te déteste, moi je vénère Raven. C'est pas je l'aime, c'est je le vénère. Je le vénère en prenant la position, voir le Sandman chialer, humilié. Il y a un segment où justement il fait croire que sa femme et son fils vont rejoindre le Sandman. Le Sandman, il est à genoux, en pleurs, il a envie de faire un câlin à son fils. Son fils, au dernier moment, il fait la position de Raven devant lui, et Raven passe derrière, kendo stick derrière le crâne, il lui arrache la tête. C'est vraiment il va le mettre plus bas
que taire. Il le crucifie, non, aussi? Bah, c'est ça, c'est... Ah ouais, bah, c'est... C'est dans cette storyline où notre bon Kurt Angle, il a dit vas-y, je reste pas là. Là, parce qu'on sait que Kurt Angle est un chrétien très croyant. Si vous en voulez plus pour l'histoire avec Kurt Angle, on en a parlé énormément Dans sa vidéo. Et oui, dans un segment, dans un match, un barboyant match entre Sandman et Raven. Raven, en fait, il va sortir une croix entourée de barbelés. Il va accrocher Raven dessus et il va lui mettre même la couronne d'épines en barbelé. Voilà. Donc, je vais reciter FHR parce que ça me fait beaucoup rire. Un Jésus en jogging. Voilà. Voilà, un Jésus alcoolique en jogging. Et donc, Kurt Angle, il est là. Lui qui est gros croyant, chrétien pratiquant, il pète un câble. Il dit, il est hors de question que je reste dans cette fédération-là. Je te cache pas, mon brave Kurt Angle, je vais redire ce que j'ai dit dans ton émission. Heureusement que t'es pas resté dans cette fédération. Tu serais mort. Aujourd'hui, tu serais mort. Ouais. Avec tout ce que t'aurais pris comme pilule, tu serais mort. Et donc, tu peux quand même le dire que la semaine d'après, Raven, il apparaît en tant que Scott Levy. Et il est obligé de s'excuser. Et il s'excuse en disant que moi, Scott Levy, je regrette si ce que j'ai fait a pu déranger et offusquer les croyances de certaines personnes. Exactement. Moi, je suis juif non pratiquant, mais je ne voudrais pas qu'on se moque de mes croyances, ou de ma religion. Et du coup, ça a permis de... Et on voit vraiment dans la promo qu'il croit pas du tout en ce qu'il dit et qu'il a pas le choix. Non, mais par contre, affirme que cet angle n'était pas une insulte envers Jésus. Attends, c'est ça que j'avais? Voilà. J'ai pas noté ça. Alors, j'ai que Raven monte sur le ring donc, pour présenter ses excuses avec une mauvaise volonté notable, c'est ce que tu viens de dire. Et qu'aussi, à ce jour, Raven affirme que cet angle n'était pas une insulte envers Jésus-Christ, mais une insulte au Sandman, en utilisant une iconographie religieuse pour montrer à quel point le Sandman y ressemblait à que dalle. Oui, c'est ça. En fait, c'était pour faire un gros parallèle. Mais que par contre, la ECW n'a jamais utilisé les images du show. Elles n'ont jamais été vues publiquement jusqu'à son apparition sur un DVD que la WWE aime beaucoup faire, The Rise and Fall of ECW. Voilà, comme ils avaient fait The Rise and Fall and WCW. Voilà, ou The Rise and Fall Ultimate Warrior. Non, lui c'est Self of Destruction. Oui, c'est à charge. À charge. Ah mais tu vois, je savais pas. Je l'apprends là en ayant regardé les notes que tu as pris. En fait, ça avait pas été utilisé. Je savais pas. Non, ça avait pas. En fait, c'était dans un show. Kurt Angle était là, invité pour faire coucou. Éventuellement, comme il venait d'être champion olympique, c'était histoire de voir s'il y avait moyen de l'embaucher. Je savais pas que c'était pas sur un show télévisé. En même temps, un show télévisé, le CW n'en faisait pas. Si, ils en faisaient. Il y avait Hardcore TV, pardon. C'est Hardcore TV. Durant son règne, là, on va arriver aussi, ça c'est quand même marquant, parce que ça va permettre de créer la BWO derrière. C'est la rupture définitive avec Steven Richards. Déjà qu'il lui en avait déjà mis plein la gueule, mais en fait, Steven Richards, c'était vraiment son bras droit, mais en même temps, son souffre-douleur. C'était vraiment sa bitch. Vraiment, c'était sa bitch. Et là, ils vont enfin se séparer. Parce que lors du show Ultimate Jeopardy, le nom me fume de rire, là, par contre, ce nom de show me fait rigoler. En 96, Raven, il doit défendre indirectement son championnat par équipe. Parce que normalement, il était en équipe avec Steven Richards. Il est annoncé en étant incapable de participer. Et en fait, Steven Richards, il va prendre sa place. Et durant le combat, Richard va perdre. Donc ils vont perdre. En fait, pas le titre par équipe. Le titre mondial. J'ai dit de la merde. Ah, vas-y. En fait, c'est qu'en fait, voilà, excusez-moi, c'est mes notes que j'ai mises à l'arrache. En fait, c'est que Raven, il est champion mondial, il est censé affronter le Sandman pour le titre mondial, sauf qu'en fait, il ne peut pas participer au combat, et c'est Richards qui va le remplacer, et Richards va perdre. Et c'est bien un match par équipe, hein. C'est un match encore bizarre, hein. Ouais, c'est encore un match. Ah, mais c'est un match par équipe. Ça va Brian Lee contre le Sandman et Tommy Dreamer. Ouais. Et, non, voilà. Putain, j'y arrive. Ouais, je suis désolé, les amis. On va respirer un coup. Voilà. En fait, Brian Lee et Raven doivent se battre contre The Sandman et Tommy Dreamer dans un match où le titre champion poids lourd de la SCW est en jeu. Voilà. Seulement, Raven dit qu'il ne peut pas lutter parce qu'il est blessé ou parce qu'il a mal au cul ou parce qu'il est trop drogué. Et c'est Steven Richards qui le remplace. Et Steven Richards perd le titre. Ce qui fait que Raven pète un câble et il lui en veut à mort. Normal, parce qu'il perd le titre alors qu'il n'a pas défendu, quoi. Ben voilà. Et encore une fois, ça par contre, c'est vraiment une idée de con. Ça, c'est une idée à la con. Le fait de défendre le titre mondial dans un match par équipe, je comprends pas l'idée, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, ouais, il va le dégager du clan. Et c'est le Sandman qui gagne. Et c'est le Sandman qui récupère le titre. Ben, en même temps, pour continuer la rivalité, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Et, si tu veux, on fait un petit parallèle drogue au niveau de Raven. On l'a pas fait. En fait, il l'a déjà dit plusieurs fois. Ben, encore une fois, c'est les paroles de catcheur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais le truc, c'est que comme il a été énormément vocal sur ces années passées,
Il dit évidemment qu'il y a plein de trucs qu'il se souvient pas parce qu'en fait il était trop défoncé, mais qu'il a jamais eu l'addiction à prendre de la drogue. C'est juste qu'il fallait qu'il le fasse plus que tout le monde. Ouais, c'est En ça. tant que narcissique, en fait, il pouvait pas s'en empêcher. Donc du coup, s'il voyait quelqu'un prendre un pochon de Fallait qu'il en prenne 10. de coke, voilà, désolé, et ben lui, il allait en prendre 10. Voilà, c'est ça. Et en fait, il a tout essayé aussi. Parce qu'en fait, dans le vestiaire, il voyait les gens essayer des trucs, il dit ah, vas-y, moi je le fais. À tel point que il est tombé dans l'héroïne, qui lui donnait des diarrhées Et, chroniques. et c'est pendant ces diarrhées-là, quand il était aux toilettes, qu'il écrivait les storylines Sur les papiers toilettes. Ouais, c'est un truc de Ça, fou. c'est quand même un truc de fou. Il avait montré aussi un petit Polaroid, une petite photo où il a été pris en photo en s'endormant sur une fille. Ouais, il est en train de faire l'amour avec et il s'endort. Il s'endort dessus. Que des conneries comme ça, en fait. C'est vraiment, il a abusé, et comme il dit, il a des pertes de mémoire. On voit, de toute façon, il a Parkinson aujourd'hui, des machins comme ça. Par contre, je l'ai entendu chez Eloigny, je crois, il me semble, assez récemment faire une interview. J'ai vu pas mal de parties. Le mec reste toujours érudit, par contre. Ouais, oui, ça il le perdra Par jamais. contre, l'âge, ça l'a bien aidé à se calmer, Oui, bah, enfin, en même temps, il a 62 ans maintenant. évidemment. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Le Sandman est de nouveau champion. C'est ça. Il Et va donc- continuer sa rivalité face au Sandman, donc à Holiday Hell. Allez voir ce match. Celui-là, je l'ai vu en entier. Il va battre le Sandman dans un Barber Wire match qui est d'une violence extrême. Surtout que moi, de voir les gros cheveux frisés de Raven bloqués dans les barbelés et tout, ça me terrifie. Donc allez voir ce match, un bon match bien violent. Et excusez-moi, parce que j'ai dit il dégagerait Steven Richards du plan. C'est après. C'est après. En fait, c'est Steven Richards vraiment qui va trahir Raven en lui mettant un bon gros super kick dans la gueule. Et en fait, il va récupérer du clan Blue Mini, Supernova. Et en fait, ils vont créer derrière la BWO. qui Et est là, en c'est la fait fin de la première mouture, grosse mouture du Raven Nest. Qui est en fait une parodie de la NWO. Exactement. C'est à chier ou c'est pas à chier? C'était marrant en vrai. Moi j'aimais bien la BWO, les peu segments que j'ai eu et tout ça. Et il est devenu marquant le CWA. Je rappelle qu'il fait partie du pay-per-view du main event de Barley Legal, Steven Richards. Ouais, c'est vrai. Donc Non, je parlais pas de Steven Richards, hein, je parlais plus de la... du clan, bah si, c'est un truc potache. Ouais. Ça a bien marché, hein. Moi je trouve que ça a bien marché. J'aime bien la BWO, ça me gêne pas. Ça me dérange pas. Il va... Ça c'est un truc incroyable, justement, c'est avant qu'il parte vers WWF, se faire humilier dans le Brawl for All. Il va en 97, début 97, il va affronter Dr. Death Steve Williams, le fameux Steve Williams que j'avais déjà parlé, qui revient de son run extraordinaire à la All Japan où le mec c'était l'un des gaijins les plus dominants de la All Japan. Le mec était fou furieux et que je te dis, il va se faire baiser dans le Brawl for All. Et ben le mec va quand même accepter de se coucher pour Raven. Et c'était dit que le mec n'avait pas perdu un match aux États-Unis depuis 10 ans. C'est quand même cool. Donc ça vraiment Raven, on le met vraiment au pinacle, quoi. Il est au pinacle de la fédération de toute façon. Raven, il va aussi apparaître un peu à la WWF de nouveau. Oui, parce qu'il y a un accord qui permet à Raven et à d'autres catcheurs de la LCW de participer à un épisode de Raw. Oui. C'est à l'époque où il y avait les petits accords. Il y avait eu l'invasion ratée. La fausse invasion avec notamment Rob Van Dam. C'est ça, avec Et c'était parce qu'on approche pas loin de Barley Legal. Et exactement, c'était pour promouvoir Barley Legal. Vince McMahon, il avait été gentil sous les conseils de son fils et de Bruce Pritchard de faire une partenariat avec le CW. Lui, il comprenait rien. Il les a laissés apparaître. Ça a été un échec. En même temps, lors d'un des premières beatdown, invasion complète de la FCW, vous voyez Sabu se casser la gueule du décor à l'arrière. C'était Il y a rien à regarder. Il y a rien à regarder. Du coup, en fait, tout se prépare pour emmener vers le premier pay-per-view de la ECW Barley Legal. C'est ça. Et Raven est champion jusque-là. C'est ça. Et vraiment, durant toute cette année-là, 97, il va atteindre vraiment le sommet de son personnage, quoi. Le sommet de toutes les saloperies, tout en étant autour des Tommy Dreamer, Steven Richards, Rob Van Dam, tout ça. Et vraiment, il est au bout, il est perfect, quoi. Bon, on dit vite fait le résultat de Barley Legal et comme ça on continue. Vas-y. Où en fait il perd face à... Ah, désolé, c'est un mec qui fait le kéké. Il perd face à Terry Funk. C'est ça. Parce qu'en fait, le pré-main event de Barley Legal, c'est un freeway dance pour décider qui va affronter Raven dans la même soirée. Et donc, du coup, c'est Sandman contre Steven Richards contre Terry Funk.
et le vainqueur va affronter Raven. Et en fait, Terry Funk gagne dans un match excellent, un match hardcore excellent. Et en fait, Raven arrive avec tout le nest et il dégomme Terry Funk. En fait, il n'y a pas de match en fait. Oui, il n'y a pas de match. Ça part en couille. Tommy Dreamer intervient pour sauver le monde. Il va même réussir à contrer Big Dick Dudley parce qu'il est au bord de se faire passer à travers une table. C'est Tommy Dreamer qui le passe. Il revient dans le ring, il attaque le Raven Nest, il va mettre un gros DDT à Raven, et en fait Tommy Dreamer, ça va lui permettre de faire tomber et de devenir champion. Non, Terry Funk. Terry Funk, pardon. De faire tomber sur Raven pour devenir Voilà, champion. Terry Funk. Donc, on continue? Oui. Petit point que j'ai oublié aussi, la prise de finition de Raven, Vas-y. que j'adore. Pour moi, c'est l'un des meilleurs DDT du business. Encore une fois, inspiration, Jack Non, Roberts. pas du tout. Et en fait, il va l'appeler le Heaven Flow DDT. Ça s'appelle pas le Raven Effect. Ça, c'est de la merde. C'est le Heaven Flow DDT. Donc, c'est un empaleur DDT. Les d'autres mecs qui vont le populariser, il y aura Gangrel en faisant l'empaleur DDT, et il y aura l'Execution Ok. de Edge qui est un empaleur DDT. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, pour moi, le meilleur, c'est celui de Raven. Et là, donc, il va retourner un peu en truc avec Richard. Bah, c'est ça, parce que déjà, après autant de domination, en fait, il va perdre. Son Et, titre. il va perdre son titre, et en fait, ça va commencer à la descente aux enfers de son personnage. On va rentrer dans l'angle End My Pain, l'effondrement de Raven. Qui est End My Pain, c'est la fin de ma douleur, quoi. Et en fait, c'est là où, en fait, il va tout perdre. Donc, du coup, il sombre dans une dépression qui va être montrée à l'écran. Donc, en plus, il va faire des promos excellentes, parce qu'en fait, le mec, il est plus bactère, parce qu'en fait, son clan a été dissous, il a perdu son titre. En fait, il se sent comme une merde. Et c'est Steven, et justement, il va confronter Steven Richards, et il dit qu'il lui reste une dernière mission à accomplir. Il l'attaque, et c'est là où justement il dit cette fameuse phrase End my pain, mets fin à ma souffrance. Ouais. Il veut que Richard le batte. C'est ça. Et ça mène à quoi? Ça mène à un match? Un Fatal 4-Way? Ouais. Pour le titre de champion du monde, c'est ça? Et il me semble que c'est ça. Ouais. Qui va perdre, je crois. Ouais, c'est ça qui va perdre. Forcément, il va le perdre parce qu'on va arriver tout doucement À son à dernier son départ, chapitre face à son Tommy Dreamer. à son Voilà. dernier chapitre, ouais. C'est ça. Donc du coup, le segment de la dépression de Raven est vraiment très cool à suivre, pour le coup, surtout dans les promos. Et là, le dernier chapitre arrive. C'est donc du coup lors de WrestlePalooza, Raven, il va affronter Tommy Dreamer dans un loser live ECW. Le perdant quitte la Quitte la ECW. Et pendant le combat, Raven, il abandonne. Il a toujours eu une nouvelle fille avec lui. Bah, Kimona? Non, là c'était Chastity. Ah, d'accord. Il avait changé encore une fois. Chastity, ce nom, quoi. Il supplie Beulah De revenir. de revenir. Et il tente désespérément de réparer ses erreurs, mais ça fonctionne pas. Et Tommy Dreamer le bat enfin pour la toute première fois. Voilà. Donc c'est quand même émotionnel, même si j'aurais préféré qu'il le batte jamais. Ouais, mais Dans bon, l'idée. après, c'était son départ vers un monde meilleur pour Raven. C'est ça, et qu'en fait Raven dans ce match-là, il est pitoyable, quoi. Parce que justement, il pleure et il pleure auprès de Beulah, il supplie Tommy Dreamer. En fait, vraiment, le mec essaie de tout réparer, sauf qu'en fait, il a fait tellement de mal que la finalité, c'est qu'il perd et qu'il quitte la ECW, quoi. Ah, il est quand même resté 2 ans à la CW, c'est bien, hein. Et 2 ans on top, quoi. Donc là, on fait une petite pause. Ouais. Et là, on va attaquer le nouveau chapitre WCW. Exactement. Mais là, bon, ça va pas être la folie. Il y a des trucs cool, mais Ouais, ça mais- va aller assez vite. Là, il y a plus rien de. Le gros point, tu l'as fait. Le gros point, c'est Ce la qui vient d'arriver là maintenant. Du coup. Il revient à la WCW. C'est ça. Bon, par contre, on est d'accord. Il aura plus jamais. Il sera plus jamais aussi haut qu'à Il la sera WCW. jamais main eventer. Ouais. Par contre, ça va être l'un des rares à la WCW à réussir à faire des programmes à part de la NWO. C'est vraiment, lui, il va être dans sa bulle à part, avec des catcheurs à part. Ça va pusher pas mal de gens. Il va vraiment être quand même une attraction de la WCW derrière. Comme je l'ai dit en tout début de la vidéo, il a marqué des mecs de notre génération qui ont suivi la WCW. Oui, bah moi, par exemple, je sais que je me rappelle toujours de lui parce que on va y parler, mais le premier titre d'un certain catcheur que j'aime un petit peu, c'est lui. C'est ça. Et c'est sûr. Il y a même un truc marquant où il va se faire attaquer par un fan aussi. À force de se mettre assis dans le coin durant toutes ses entrées, comme il le faisait, il y a un fan qui lui a tiré par les cheveux, qui l'a sorti du ring comme une merde. Ouais. Ah ouais, ça à voir. Hein. Ça à voir. Du coup, il est tellement resté con, il a pas su réagir. En même temps, tu m'étonnes. Bon, alors, du coup, son retour, ça se passe comment? Alors, c'est la naissance d'un nouveau clan. Évidemment, on va arriver dans
le floc de Raven. Donc il va arriver en été 97. On le présente vraiment, c'est inhabituel. J'aurais une question à te poser après, à propos du floc. Oui. Vas-y. Voilà. Donc c'est inhabituel parce qu'en fait, au lieu d'arriver comme un catcheur classique, il va être tout le temps, il va venir au premier rang des Nitro. Et en fait, on le présente comme un ancien champion du monde d'autres organisations. C'est un truc qui se faisait pas trop, ça. Non. Donc, Les c'est portes quand même cool. interdites. Voilà, mais on cite pas. On dit pas le CW. Voilà. Mais on dit qu'il vient d'une autre fédération où il a été champion du monde. Il va faire son premier match à Clash of Champions en battant Steven Richards, qui l'aura suivi en contrat de la ECW. Oui, parce qu'en fait, ils s'entendaient bien, tous les deux. Ah, ben c'est deux amis. C'est deux poteaux. C'est deux poteaux, ouais. C'est deux poteaux. À la fin du rencontre, il retourne s'asseoir au premier rang, comme s'il avait rien fait, parce que le match a un non-success. Voilà, c'est ça. Il combat à Clash of the Champions, il se tape sur la gueule, et après il retourne s'asseoir. C'est ça. Il va faire beaucoup de segments durant les nitros qui vont venir, justement, en disant que il est à part du roster, il refuse. Et non, il est agent libre non signé. C'est ça, qu'il est agent libre non signé, qui fait ce qu'il veut. Ça va venir pour un truc que je vais en parler juste après. Donc du coup, mais il va apparaître de plus en plus entouré de jeunes marginaux. Et en fait, ça va donner le floc. Et le floc, c'est la différence du Nest où c'était vraiment, où il était gourou, mais en fait, c'était des mecs qui se mettaient derrière lui et qu'en fait, il n'avait pas le droit à la parole. Là, c'est vraiment, il va prendre, désolé du terme, il va prendre des junkies, des cas sociaux. Ah, voilà, t'as répondu à ma question. Parce que c'est dans le floc où les mecs se grattent, par exemple, parce qu'ils sont en mode Billy Kidman, parce qu'il est en mode d'héroïde, il se grattait, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Donc, les exclus, les jeunes rejetés, les marginaux, les individus brisés psychologiquement, c'est qu'en fait, il devient un leader de cas sociaux. Voilà, c'est vraiment ça. J'aime beaucoup l'idée. Ça devient un leader vraiment, mais d'un clan de personnes, c'est... Instable, c'est ça. En fait, il va exploiter toutes leurs faiblesses émotionnelles. Ouais, pour en faire ce qu'il veut. Pour en faire ce qu'il veut. Et donc là, on va arriver à un truc qui est très intéressant. Tu me permets, je passe, hein. Mais en fait, pendant qu'il est agent libre, il veut pas signer de contrat. C'est ça. Et il finit par signer auprès de Gigi Dillon, c'est ça? Ben j'allais y venir. Je voulais finir sur le. Ah, t'avais pas fini avec le Nest? Non, je voulais finir sur le vlog et après je continue. T'inquiète. C'est dans mon fil. La différence dans son personnage comparé à la ECW, c'est qu'à la ECW, t'arrives à être derrière lui. Parce que là, t'as pas. Et tout. Là, non. Là, il va vraiment devenir un énorme connard autoritaire, cruel. Il va abuser des mecs. Il va les taper, des machins comme ça. Donc là, en fait, il est beaucoup plus brutal. Ouais, là, c'est plus le gourou, comme tu dis tout à l'heure. C'est vraiment là, c'est vraiment un chef de clan brutal. Ouais. Et lui, justement, il va signer à force de négociation avec J.J. Dillon, qui est le general manager, le patron de la WCW à l'écran, si tu veux. Qui était l'ancien manager des Four Horsemen. Bah, c'est comme on a aujourd'hui Adam Pearce, quoi. Ouais, c'est ça, c'est lui d'ailleurs. Sauf que là, c'est vice-président de la WCW. Oui, mais bon, à la fin, c'est... De toute façon, tout le monde a été président de la WCW, on rappelle. Et en fait, là, c'est intéressant. Quand il va accepter de signer son contrat, c'est à ses conditions. Et les conditions, c'est que tous ses matchs, c'est des Ravens Rules. Et c'est lui qui choisit ses règles. C'est lui qui choisit ses règles. Donc en fait, ça va toujours être des matchs hardcore. Tous ces matchs sont des matchs hardcore. Sans disqualification. Exactement. Donc, parce qu'il, comme ça, il peut toujours se faire aider par son crew. Se faire aider par son crew, utiliser des objets. Voilà. On l'a pas dit, les chaises. Parce qu'il y a un truc qui est vraiment, par contre, ça a été beaucoup s'en servent aujourd'hui, mais c'est vraiment Raven qui l'a popularisé, c'est de faire le balayage de jambes où le gars tombe avec la chaise dans la gueule. D'accord. Il déplie la chaise, dépliée, et que le mec court vers lui, il fait un crochet, l'autre, Triple H l'a fait aussi, je crois, il me semble. Tout le monde l'a fait. Mais c'est Raven qui l'a vraiment popularisé. D'accord, ok. Voilà, donc du coup, oui, le Flock, il fait que d'intervenir dans ses matchs et tout ça. Sa première grosse rivalité, c'est face à Scotty Riggs. Parce qu'en fait, Ravens, il veut Scotty Riggs. Dans le flock. Sauf que lui, il refuse. Et Raven, il le considère carrément comme une insulte. Et en fait, il va le déboîter justement en lui faisant son drop to hold sur la chaise. Et ça va lui dégommer l'œil. Et après avoir fait ça, donc du coup, le mec va venir avec un bandeau sur l'œil, justement, parce qu'en fait, il va se prendre la chaise dans l'œil dans la storyline. Et durant la World War 3, dans la grande bataille royale, Raven, en fait, il va dégommer Scotty Riggs. À tel point, il va lui enchaîner plusieurs fois les Evenflow DDT. Et c'est un truc marquant où il avait repris une parole qu'il avait dit à Tommy Dreamer en disant I'll feel your pain, Scotty. Je sens ta douleur. Je sens ta douleur. Plus il le rattrape, DDT, je sens ta douleur. Machin, vraiment comme un gros psychopathe, quoi. Et il va réussir à le plier à sa volonté. Et il va rejoindre le Flock. Et c'est là aussi où, donc plus tard, il y a le Flock, comme Reese, Billy Kidman, Van Hammer, Horace, Lodi et Sick Boy. Ils étaient nombreux dans le... Ouais, c'est ça. Dans le... Il y a Saturne aussi. Ça, c'est un peu plus tard, je l'ai pas encore là.
Voilà, il y aura Saturn qui va Ah rejoindre. si, ouais, peut-être. Ouais. Non, Saturn était déjà là parce qu'il va trahir. C'est un des premiers qui va trahir. Il va remporter. Le titre des US face à DDP. Ouais. Quand même cool, Cool, hein, parce qu'il bat quand même un gros nom. Mais son règne, il va être très très court parce que le lendemain à Nitro, il affronte qui? Goldberg. Voilà. Ou dans ce match-là, on se souvient pas forcément du match. Parce que là quand il dit... dans Il son a interview- essayé de Oui. donner une storyline à Goldberg, sauf que Goldberg voulait pas l'écouter, mais il a quand même resté à placer 2-3 trucs. Ça, c'est une parole de catcheur. Hein. Goldberg, il lui a dit, je vais dégommer toi et tout ton clan. D'ailleurs- Bischoff, il a dit, t'es là pour jobber, et c'est tout. Et ferme ta gueule. Voilà. Et d'ailleurs, bon, moi, ce qui me reste marquant, c'est Le jackhammer sur Riz, Voilà, où Riz, il touche... comme il fait 2 mètres et quelques, Il touche, voilà, le haut du ring, c'est pas de nous, c'est de nos amis. et fâché. Et fâché. Hein. Mais par contre, il est aussi, tu l'as pas dit, mais il est aussi à la même soirée, WWE World Tag Team Championship avec Perry Saturn. Oui, c'est vrai qu'il gagne. Donc il gagne les 2 titres, mais le lendemain, il perd donc le titre face à Goldberg, et ça permet à Goldberg d'avoir le titre US jusqu'au moment où il devient C'est ça. champion du monde. Et du coup, à la perte de ce titre US, ça va... Ça va lancer sa rivalité face à Perry Saturn. Ils vont être plusieurs fois Et parce liés. qu'en fait, il accuse Perry Saturn de sa défaite contre Goldberg. C'est ça. Et le truc qui est cool, c'est que il est associé à l'un des Vanilla Midget, à l'un des backbones de la WCW. Parce que Perry Saturn est un excellent catcheur. Oui. Donc du coup, Raven face à Perry Saturn, c'est très cool. Et en fait, oui, il va lui reprocher justement d'avoir perdu, comme tu dis. Et pendant plusieurs mois, Saturn, il va se rebeller face à Raven. Sauf que Raven, il va essayer de garder son clan, sauf qu'en fait, le clan commence à se rallier à Ah Saturn. oui, parce qu'en fait, il perd le titre US le 24 novembre. Oui, le Et lendemain le du clan, mais le clan, il explose presque un an après, quoi. Ouais, Le c'est ça. 13 septembre, ce que tu racontes là avec Saturn. Ouais, c'est ça. C'est que ça dure pendant longtemps, le floc de Raven. Ça en dure fait. pendant longtemps, c'est ça. Ils vont C'est avoir pour ça plein de matchs ensemble. D'un coup, des fois, c'est Saturn qui gagne. C'est pour ça que tu dis qu'en fait, il a beaucoup de, il a ses trucs de son côté, quoi. Et il y a des trucs de son côté. Voilà, tout le monde lui fout la paix. Et là, en fait, le floc, il finit par exploser à la fin de en septembre 98. C'est ça. Et en 98, ça va être le début de The Deadpool, Ouais. comme le personnage de Marvel. Parce que je me permets, hein, à Fall Brawl, si Raven perd face à Saturn, je pense, le groupe est dissous. C'est ça. C'est ça. C'est intéressant. Je pensais pas qu'en fait, le floc, ça avait duré un an, sans qu'il se passe, en fait, sans que ce soit forcément notable. Mais en fait, Ouais. le clan était là, il vivait. Oui, bah oui, c'est ça. Ils avaient leur segment, leur match, en tout cas. Voilà, il se tapait dessus. Après, c'était avec d'autres gars. Voilà, en fait, finalement, le passage de Goldberg, ça a juste été un. Mais t'as quoi, ta Wikipédia, toi, en fait? Moi, je suis avec. Parce que moi, j'ai traduit les trucs et en fait, j'ai pas forcément toutes les dates parce que, en fait, j'ai. Parce que moi, je pensais pas. Je te dis, moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'impressionne de voir, c'est que ça dure un an. Oui, parce que je l'ai là, Fall Brawl, tu vois, je l'ai pas dit, mais oui, je l'ai. Et en fait, ouais, c'est. C'est ça, si Saturn gagne, t'as bien fait de le Si dire. Saturn gagne, eh ben le clan est dissous. Et donc c'est ce que tu lui as dit que ça va mener au Deadpool. Ouais. Et donc c'est peut-être l'une des rares fois depuis très longtemps où il est tout seul. Ouais, mais ça a pas duré longtemps. Enfin, le Deadpool ou le fait d'être tout seul? On a fait d'être tout seul. C'est Raven. C'est Raven. Parce que, après, il va se remettre avec Saturn. Ouais, Dans la d'accord. rivalité. Vas-y, on y va. Ah bah vas-y, Allez, on a repris la... Ah oui, on a repris là. Ah ouais, pardon, je crois qu'on était encore en pause. Ah non, Donc, non. ouais, donc, en fait, le début de la... Excusez-nous, les amis, hein, c'est la fatigue. Non, mais ça va, hein, c'était bien. Ouais, c'était bien, mais je me rendais pas compte. Ce fameux truc de Deadpool, c'est qu'en fait, il va péter les plombs, il va devenir complètement instable à la fin de The Flock, et en fait, il va faire des promos extraordinaires, encore une fois. Où justement, Toujours, il va de être toute façon, les dépressif et promos, tout ça, toujours. voilà, il est toujours aussi bon. C'est-à-dire, il arrive toujours à être plus dépressif que ce qu'il était et déjà en fait, dépressif. dans les matchs, il va très souvent abandonner les matchs. En fait, il va pas les finir. Il va se barrer. Il va se barrer. Il va refuser. L'arbitre, il lui rentre, il sonne la cloche, lui, il se casse. Vraiment, vraiment, le mec complètement truc. Et en fait, durant l'année 99, ils vont modifier une partie de son passé en faisant justement une mytho-enquête sur son enfance, des trucs comme ça, qu'il a grandi dans une famille riches. aisée, privilégiée, et qu'en fait, il a été rejeté tout autour de lui, machin, c'est ce qui a créé son personnage. Il va récupérer sa dernière valet de la ECW. Celle que j'ai confondue avec Kimona. Ouais, c'est ça, Chastity, qui va l'accompagner. Et ils vont même faire croire que c'est sa sœur dans la storyline. D'accord, ça je savais pas. Ça, c'est du Rousseau. Hein. Ah,
Ah, c'est à l'époque là où il y a Rousseau. Voilà, c'est ça. Et en fait, là, par contre, il va reformer son équipe avec Perry Saturn, malgré tout. Malgré toute la guerre qu'il y a eu et que c'est Saturn qui a cassé le floc, ils vont se remettre par équipe, ils vont se remettre ensemble et ils vont gagner le titre World Tag Team à Slamboree, D'accord. 99. Ok. Mais le règne, il va être bref parce que ils vont le perdre quelques semaines plus tard. Ça va être assez court face à un autre gros truc qui est la Jersey Triad. Jersey Triad. Ouais, il peut déjà parler. Ouais, on a déjà parlé. Nettie, il en parlera beaucoup Ouais, mieux que moi. ouais, pareil. C'est DDP. J'ai plus les noms. DDP et j'ai plus les autres. Oui, c'est un groupe de toute façon. C'est un clan. Je suis désolé. Je sais plus. Je sais plus. J'ai un gros trou de mémoire. Excusez-moi. Nettie me le dira dans les commentaires. Et c'est derrière ça où il va former le Deadpool, et ça c'est pas très marquant, il va être avec Vampiro et les Insynclone Posse. Insynclone Pussy qu'on avait déjà parlé que c'était un groupe de rap. C'est ça. Voilà, avec le Cyclone, le hip-hop dark et tout ça. Mais il a quand même quelques rivalités sympas à l'époque parce qu'il a Chris Canyon, Bigelow, Hardcorack, j'ai vu Chris Jericho. Pas Jersey Triad, il y avait même Miguelo. Voilà. C'est cool quand même. Ouais. Il a quand même, malgré qu'il est plus utilisé aussi haut, il a toujours des noms sympas. Il y a un match extraordinaire entre Perry Saturn et Raven contre Chris Benoit et Dean Malenko. Ça, ouais, voilà, ouais. Donc il y a des sacrés trucs. En fait, c'est que dans l'année 99, c'est vraiment Raven, c'est une caution solide en mid-card et même en termes d'in-ring. Et puis on est dans un moment où le booking et la WCW s'en bat les couilles. Donc en fait, il dit allez, aujourd'hui on fait le match là. Il n'y a pas forcément. Ah non, c'est Rousseau. Voilà. Il a des storylines à tout le monde. Donc c'est pas que le booking s'en bat les couilles. Ah ouais, c'est vrai. Bah tu vois, j'allais dire en fait en non. 99, il y a Rousseau. On envoie les 4 catcheurs là se battre, ça fera plaisir au public et c'est tout. Non, il y a une écriture Rousseau derrière. Ouais, voilà, c'est plus avant où on leur laissait faire ce qu'ils voulaient. Ah ouais. Voilà, c'est quand c'était direction Bischoff, Hogan, Nash. Quand c'est Rousseau, je rappelle qu'il y a des segments partout. Oui, c'est regardable. Voilà, voilà. Et en fait, en août 99, il y a une grosse réunion avec tous les catcheurs sous contrat. Et en fait, Bischoff, il dit, en fait, il en met plein la gueule aux catcheurs, en fait, parce que comme c'est en train de couler, et qu'en fait, il est en prise de tête avec Rousseau, en fait, il pète les plombs, et il dit, ah, voilà, c'est à cause de vous que la fédération est dans cet état-là, il insulte tout le monde, machin. Et en fait, il dit, s'il y a quelqu'un qui est pas content, qu'il se lève et qu'il parte. Et Raven. Il s'est levé, il est parti. Exactement, Raven, avec toujours son énorme paire de couilles, et il a dit, il s'est levé, tout seul, et il quitte la salle. Voilà. Mais de toute façon, le problème, c'était pas sur les catcheurs qu'il fallait gueuler. Le gros problème de la WCW, c'est le contrat que t'as donné à Hogan quand il a signé en 94. En 93. Ton premier plus gros problème, c'est celui-là où le gars pouvait faire ce qu'il voulait. Et Bischoff d'avoir voulu être le pote d'Hogan au lieu d'être un patron. Voilà, qui a voulu devenir un boys. Un boys, voilà, c'est ça. Après, de toute façon, on va pas refaire l'émission de la WCW, les amis. On a fait une super. Mais par contre, avant de rejoindre WWF, il fait un petit retour. Il fait un petit retour chez lui, à la ECW. Et il fait un retour surprise lors de Last Show at the Madhouse. En fait, c'est le soirée de lancement du show ECW sur TNN qui va amener beaucoup de problèmes. C'est parce qu'en fait, d'après ce que j'avais lu, c'est parce qu'il a un contrat de non-concurrence. Il peut pas aller à la WWE. C'est ça. À cause de sa démission, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui quand tu parles de la WWE. Ouais, mais il a quand même le droit d'aller ailleurs. Et il a le droit d'aller à la ECW. Voilà. Parce que je pense que la WCW en a rien à péter des autres fédérations. Il pouvait aller où il voulait, mais pas chez Vince. Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, il va être partenaire par équipe de Tommy Dreamer. Justement, Ils vont boucler la boucle face aux Dudley Boys. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il est blessé. Il a une blessure au niveau de la coiffe des rotateurs, ce qui fait qu'en fait, il signe pour 1 an à la ECW, mais il a très très peu d'intervention parce qu'il est blessé. Exactement. Voilà. Exactement, c'est cool quand même de voir. Je pense par contre les fans de CW de voir Raven et Dreamer ensemble, c'est Vegeta et Son Goku pour eux. Eh ben exactement. Donc je pense surtout qu'il a un sacré style parce que quand il fait son apparition, il a une hanque autour de l'œil. Ouais. Il est hyper classe. Et il a toujours, ça on l'a pas dit, mais il avait souvent du maquillage de toute façon. À partir de là. Ouais. Pas durant la période de WCW, pas de maquillage. Et en fait, à partir de là, il va y avoir du maquillage et il va y avoir beaucoup trop de maquillage à la WWE. Oui, c'est ce que t'aimes pas. Ce que j'aime pas. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En 10 ans. C'est ça. Et comme tu dis, comme il est blessé, en fait, il fait quelques derniers matchs et il quitte directement la WWE. Et je pense que c'est pour ça aussi que ils l'ont mis champion ECW, c'est tout simplement parce que je crois qu'il pouvait peut-être pas forcément catcher tout seul, quoi. Il était trop blessé pour catcher tout seul. Je pense. Là, c'est qu'un avis personnel. Hein. C'est possible. Mais c'est possible. Parce que là, je vois qu'en fait, ils ont plusieurs mois le titre CW.
Et il feud à plusieurs occasions contre d'autres catcheurs, mais je pense qu'en fait... Dont Mike Awesome et Masato Tanaka, voilà, qui trustaient le main event de l'époque. Et je pense qu'en fait... Ouais, voilà. Je pense que c'est parce qu'il était blessé. Et là, on arrive, pour moi, le plus bas de sa carrière. Il revient chez Vince. Et on est bientôt période d'invasion, toutes ces conneries-là. Il a d'abord son style, il va garder son style avant de devenir vraiment celui que j'aime pas. Ça va arriver plus en fin 2001-2002. C'est même 2002. C'est qu'en fait, il va arriver en 2000. Donc on n'est pas encore... il y a encore WCW qui vit en... Un an, encore un an et demi. Il va intervenir à Armageddon, à Unforgiven, pour sauver Taz de sa rivalité face à Jerry Lawler. Donc le mec, on le fait revenir, il a été un énorme indicateur de WCW, le visage de la SW, on le met dans une storyline pas de gamme. Ah mais là, de toute face façon... à un commentateur. Là, de toute façon, Vince, t'as pas voulu mon contrat. Ouais. Bah tu vas morfler ta race. Voilà. Donc du coup, on ignore totalement tout le passé WWF avec Johnny Polo. Là, c'est vraiment Raven. Mais là, par contre, pour se rappeler de Johnny Polo, à l'époque-là, Ouais. fallait être un gros connaisseur du catch. Quand même. Franchement, ouais. Déjà, tu peux... Limite, t'arrives même pas à les reconnaître. Hein. Si tu vois une image de Johnny Polo et une image de Johnny et puis Polo s'il a d'époque pris et Raven, que du tu le reconnais pas. Hein. Tu le reconnais c'est pas. la même chose. C'est pas du tout le même perso. Hein. Et en fait, ça va être l'un des visages de la division hardcore. Donc, la division hardcore, c'était une division qui était devenue assez... C'est une division comique, en vrai, si tu regardes bien. Ben, c'est... À part quand Taker et Van Damme étaient champions. Oui, mais sinon, puis c'est la règle 24/7. C'est la règle 24/7. Le visage de cette division, c'est Crash Holly, c'est la catcheuse comique. Ce que les gens, ils aimaient bien, c'était voir que ça pouvait partir en couille à n'importe quel moment. Voilà, c'était défendu partout, à tel point qu'il va avoir un record qui va être très longtemps tenu, avant qu'un certain R-Truth le dépasse. Il va être 39 fois champion hardcore. Mais ça lui permet, malgré tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le mec aura quand même eu des titres dans les 3 grosses fédérations de l'époque. Oui, c'est ça. C'est cool. Bah après, c'est sûr que le titre hardcore, bon... C'est 39 fois champion hardcore, ça vaut rien. Ça vaut rien. Et c'est pas la... Et au moins, à la WCW, même si ça a été qu'une journée, il a eu le titre US, qui était quand même un gros titre. Oui, bien sûr. Mais au moins, il pourra dire, partout où je suis passé, J'ai eu, comme lui, et tu l'as dit tout à l'heure, qui était un gros fan de comics et de figurines, il a eu sa figurine dans les 4 plus grosses fédérations américaines. C'est exactement ça. ECW, WCW, WWE, et à la TNA, il a une figurine aussi. Exactement. Ça, c'est quand même, ça pète la classe. Ça, quand même, ça pète la classe. Ça pète. C'est peut-être pas le seul. Je suis en train de réfléchir. Sa figurine ECW, c'était peut-être plus compliqué à l'époque, je sais pas. Mais le truc, c'est qu'il y a le Big Show qui dit qu'il l'a fait, sauf qu'il n'a pas fait TNA, mais c'est parce qu'il a fait ECW, WWE, donc ça compte pas. ouais, c'est pas la vraie Ça compte pas. Un mec qui a fait vraiment les pures fédérations de l'époque, il y en a très peu. Il y a peut-être un Rob Van Dam qui aurait pu avoir une figurine dans les 3. Peut-être pas à la TNA, mais dans les 3. Il me semble même peut-être dans... Je pense à WCW, il l'a pas eu. Ouais, parce qu'il l'a pas eu parce qu'il était pas assez haut, mais dans les autres, oui, c'est sûr. Peut-être Eddie Guerrero ou un Rey Mysterio. Non plus, ils ont pas fait la TNA. Ouais, non, je parlais dans les 3 gros. Les 3 gros. Ah oui. Un Mick Foley aurait pu. Ouais, Mick Foley aurait pu. Ouais, intéressant quand même. Donc oui, le titre hardcore, c'est une blague, c'est du 24/7. Voilà, et en fait, lui, il va être vraiment portrayé comme l'un des visages emblématiques parce qu'en fait, il faisait son entrée avec un caddie avec dedans des poubelles, des panneaux. Bah moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Hein. Bah oui. Moi, les premières fois que je l'ai vu, c'est sur RTL 9, il arrivait avec le caddie. Avec le caddie. Hein. L'un des trucs marquants, j'aime bien, c'est quand il esquive un gore de Rhino qui finit à l'intérieur du caddie. Où l'autre, il va comme un bourrin, il passe dans le caddie complet, quoi. Ça coûte sa balle en plus. Bourrin, ouais. Donc du coup, ouais, on va pas tout retracer, vu que c'est la 24 roules, il a été 39 fois, quoi. Non, on va pas refaire tous les titres. À WrestleMania 17, il participe à son seul WrestleMania, où il est face dans un match hardcore face au Big Show et Kane. Ouais, parce qu'il était en rivalité avec Kane à cause du Rumble, je crois, une connerie comme ça. Ou un C'est truc. ça. Mais bon, c'est des matchs c'est quoi, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, moi, il est fun, hein, ce match de WrestleMania. Après, où il au se fait moins- dérouler la gueule. Mais Hein. par contre, au moins, il a eu un match à WrestleMania. Il a eu un match à Il y WrestleMania. a eu WrestleMania. C'est comme, sur toute la carte de tous les WrestleMania, il y a quand même Raven. C'est Je sais ça. pas s'il en a eu d'autres des WrestleMania. Voilà. Il va faire partie de l'Alliance. Donc, non, c'est son seul WrestleMania. Hein. Ah oui. C'est son seul, je viens de le dire. Ah, j'ai pas entendu. C'est son j'ai pas seul. entendu, j'ai pas C'est entendu. son unique match à WrestleMania. D'accord. J'ai pas entendu Du que coup, tu m'avais dit. Voilà, en match hardcore, logique. Oui, bah, maintenant. Voilà. Et derrière, il va faire partie de l'Alliance, donc de l'invasion. Et en fait, ça va vraiment être une sous-main, on s'en bat les... Ah, mais j'ai aucun souvenir de lui à l'invasion. Et ben, il donne
probablement l'un des pires matchs de carrière de William Regal durant l'invasion. C'est vrai, ça, oui, c'est vrai. Où en fait, ils ont aucune chimie tous les deux. En même temps, l'autre, il doit pas être motivé parce qu'il était utilisé comme de la merde et William Regal, il a tenté de faire ce qu'il pouvait, quoi. Donc le match est très mauvais. Il va être un peu allié à Perry Saturn et sa mop. Oui, parce que Perry Saturn, c'était son pote. Voilà, Mopi, quoi, l'enfer. Ça aussi, hein. Ouah, le pauvre Perry Saturn, quand même, ça, c'est... Est amoureux d'une serpillière. Et c'est quoi. pas Rousseau. Et c'est pas Rousseau. C'est pas Rousseau parce Mais, que... je te rappelle que la plupart des mecs de WCW, ils ont pris cher, hein. Je rappelle que, comment il s'appelle, l'autre con, là. Putain. Eh ben, oui. Tu vas dire prenait celui les murs, qui là. se pleure les murs, oui. Je sais plus le nom, mais c'est ça. Ah, putain, Sean Stasiak, voilà. Je ne sais dire qui se prenait des murs. Qui se prenait les murs, qui essayait d'impressionner Steve Austin, et à chaque fois, en fait, il se bouffait une porte, un mur, un machin. Et que t'as des bras qui le regardent de haut en bas, genre. Voilà. Voilà, donc génial, hein, génial. Et en fait, le mec, en fait, il va... Il l'appelait vraiment Mopi, la mop. Oui, c'était Mopi, bah non. Je crois que c'était une blague. Voilà, et en fait, le mec va affronter, durant le Brand Split, il va être à Raw, et en fait, Thomas est mort. Je suis en train d'imaginer. S'il s'appelait Dick, ça fait Mopi Dick. Mopi, Dick, t'es con. En plus, c'est nul. Ah oui. Non, mais Donc- surtout que la Mopi, j'ai les images de Perry Saturn où il devait loucher parce qu'il avait un strabisme. Il devait accentuer son strabisme, donc tu le vois, il est comme ça, et qu'il a la mop dans la main, et que la mop, on lui a mis des yeux et un sourire. Hein. Il n'y a rien qui va. Je Hein. me rappelle la fameuse promo où Polyman lui dit rejoins la ECW, Perry, nous on prend soin de nos catcheurs. Voilà, et pour Enculé. revenir à Raven, il va être drafté à Raw, mais ça va être un long quart d'heure de Raw. Et en fait, les peu d'apparitions qu'il va être à Raw, c'est toujours face à un ancien ECW. Ben, le problème de cette période-là, c'est pour ça que je t'ai posé la question au début de l'émission. Parce qu'en fait, moi quand je l'ai vu, c'est à cette époque-là. Et il ne sert à rien. C'est ça, rien du tout. C'est qu'en fait, il apparaît 2-3 fois à Raw pour se faire squash ou d'affronter quelqu'un qu'il connaît, genre Tommy Dreamer, Bubba Ray Dudley et tout ça. Et en fait, le mec, là où où on le voit très souvent, c'est à Sunday Night Heat. Sunday Night Heat, c'est l'équivalent de Main Event ou Superstar aujourd'hui. Donc en fait, c'est le show Oui. mineur. Ouais, ils l'ont dégagé là-dedans. Voilà, et en fait, lui, il va réussir à avoir un peu de mou, tu vois, on va le laisser un peu créatif, où il va devenir, entre guillemets, le roi de hit, et en fait, il va tenter de lancer une storyline pour pusher Matardi autour des 7 péchés capitaux, il l'a dit dans une comment ça s'appelle, Je l'ai ça. dans une shoot interview, et en fait, il avait une storyline de 6 mois pour transformer Matardi, et en fait, on lui a dit non, C'est pas assez populaire, mais en même temps, c'est un hit. ça hit, mais en même temps, il pouvait, mais même là, on lui a dit non, quoi. Alors que hit, personne ne regarde, on aurait pu le laisser faire, quoi. Et en fait, on lui a dit non. Il va faire son dernier match face à Jeff Hardy, où il va perdre, et en fait, il va quitter la fédération. Il va être libéré de son contrat, et il va se barrer. Ouais, encore une fois, c'est parce qu'on lui donnait pas les coups des franches. Mais en même temps, de toute façon, Vince, il lui aurait jamais redonné les coups des franches. C'était pas possible. C'est sûr. Parce qu'il y a eu cette histoire de t'as pas voulu signer. Exactement. Donc, est-ce que tu veux, pour la TNA, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les amis, on en a parlé en off avec Thomas, parce qu'on a combien de temps de vidéo, là? Là, on est à 1h40. 1h40. On n'est pas dans un gros nom, normalement. Mm. C'est un nom mésestimé, mais on n'est pas dans une vidéo sur Steve Austin, Ric Flair, ou ce que vous voulez. Donc, du coup, là, on est dans nos timings. Ce que j'ai proposé à Thomas, j'espère que ça vous fera plaisir et que vous allez regarder, je vais vous faire le bonus de toute la fin de carrière de Raven, à part toute le période TNA. Là, vous avez eu les gros points, et je pense que ce qui intéressait le plus les gens... Oui, les Thomas. 3 grosses fédérations. Voilà. Thomas n'a pratiquement jamais regardé la TNA de sa vie. À part quand Rhino est devenu champion. Voilà, il a vu 2-3 trucs. Moi, j'ai J'ai un dans le peu, désert. un peu plus suivi, mais je suis très... Non, ça c'est WCW. Ah merde. C'est passé à travers le Ric Flair, c'est le fauteuil roulant. fauteuil roulant. C'était bien ça. Voilà, moi j'ai quand même suivi un peu plus, mais pareil, j'ai des lacunes, mais j'ai travaillé mon sujet. Donc je vais vous faire un bonus avec sûrement l'une des personnes du Discord, S'il est d'accord. s'il est d'accord, ou sinon je le ferai en solo, et je vous posterai la vidéo à part. Ce sera une vidéo temporaire pour les members de la chaîne, et après on vous la rediffusera. Ouais. Oui, Pendant une semaine, elle sera exclusif Member, ouais. member, et après vous l'aurez Et- Thomas la diffusera quand il veut. Bah, je pense même que je la diffuserai une fois qu'elle sera plus pour les members.
je pense que je ne la diffuserai plus. Je pense qu'en fait, l'incorporerai directement à cette émission-là. Tu pourras le faire, ça? Oui, je peux le faire. Ok. Je ferai le Raven complète, si tu veux. Ok, Je laisserai celle-là, mais je rajouterai le Raven complète avec ton émission en plus dessus. Ouais. Comme ça, on sera focus complète sur Raven. Ouais. Voilà. Parce que aussi, excusez-nous, on est arrivé dans notre délai. Il est 2 heures du matin. Il est 2 heures du matin. J'en peux plus. Il fait 35 degrés dehors. Je me suis tapé mes 12 heures de taf, on est samedi, j'en peux plus. Voilà, c'est ça. Donc, pardonnez-nous. J'espère que la vidéo vous a plu. On a essayé de faire le plus complet possible sur toute la période de CW, WCW, WWF. Je pense qu'on l'a fait. Oui, non, parfait. Parfait, parce que il y avait beaucoup de choses à dire à la ECW. Moi, après, c'est vrai que le reste, c'est moins marquant, mais à l'ECW, on se rend pas compte de l'impact que ça a eu. Et que si ça avait eu s'il avait pu être dans une très très grosse fédération à l'époque là, aujourd'hui, je pense que ce serait une légende du catch. Parce que c'était vraiment bien. Et il était capable de faire dresser les poils. Parce que tu l'avais déjà bien raconté quand on avait fait la ECW. Mais là, tu l'as encore une fois bien raconté. Les rivalités avec Tommy Dreamer et le Sandman, c'est quand même intéressant. C'est quand même incroyable. C'est des trucs, si vous pouvez rattraper certaines choses, n'hésitez pas, les amis. Voilà. Les amis, on va vous dire merci. On compte sur vous pour faire vivre encore une fois cette émission. La prochaine fois, alors pour l'instant on n'a pas de date parce qu'on va avoir un emploi du temps un petit peu compliqué, mais on va essayer de vous redonner ça assez rapidement. Normalement, on finira Ric Flair. Oui. On va essayer de finir Ric Flair parce qu'il faut qu'on le finisse, qu'on en soit terminé et qu'on puisse repartir vers une nouvelle saison, une nouvelle série d'émissions et un nouveau gros nom avec notamment peut-être AJ Styles. Oh, tu l'avais déjà dit, ouais. Je l'avais déjà dit, et un gros nom parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un nom. Si ça te dit, comme ça on le tease dans cette vidéo-là, tu feras un post, on fera un sondage sur YouTube, un sondage sur Discord, et vous choisirez entre 3 gros noms. On verra les 3 gros noms. Voilà. Goldberg et Goldberg. Voilà. Ça va ça? Dana, Ozen. Ouais, voilà. Voilà. Merci à tous les amis. On est désolé si cette émission, elle était un petit peu plus poussif parce que franchement, on a eu du mal tous les deux. Messiah a été épuisé, moi je suis épuisé. Mais en tout cas, je vous remercie de jouer le jeu, je vous remercie d'être toujours présent avec nous. On vous aime, franchement, c'est grâce à vous, c'est votre émission, c'est grâce à vous qu'on a encore envie et qu'on donne de notre temps et qu'on s'escate la santé pour enregistrer au milieu de la nuit. Messiah, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, Thomas. Et je vous dis à tous à très bientôt. Salut!